Bonjour et bienvenue dans le podcast de la maison Panajou. Moi, c'est Dave Tom, je suis photographe et aussi l'animateur de ce podcast. Et Panajou, la maison Panajou, c'est la plus ancienne boutique photo de France à Bordeaux depuis 1865. Et c'est aussi aujourd'hui un site de vente en ligne sur panajou.fr pour acheter du matériel photo et vidéo. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Ophélie Chaffard. Bonjour Ophélie. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Comment vas-tu ? Écoute, ça va super. Très bien. Écoute, je suis content de t'accueillir dans ce podcast. On va parler un peu de toi, évidemment. On va parler de ton parcours, de ce que tu fais aujourd'hui. On va parler aussi de ta collaboration avec Canon, parce que si tu viens à Bordeaux, c'est aussi pour faire un workshop en collaboration avec Canon, je ne me trompe pas. Tout à fait, oui. Ophélie, on va commencer. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas ? Très bien, écoute, comme tu l'as si bien annoncé, donc je m'appelle Ophélie, je suis une blogueuse, créatrice de contenu et photographe française, comme on l'entend bien, parisienne. On peut me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok, j'ai aussi un site internet sous le nom de Limitless Secret. Et moi, ma prédilection, c'est donc le voyage, partager les plus belles destinations à découvrir dans le monde et aussi à Paris, puisque je vis à Paris, que c'est une ville magnifique. Et j'adore partager les plus beaux endroits de Paris à prendre en photo et aussi les bons endroits pour manger, parce que je suis une foodie. Oui, j'ai cru comprendre. On va parler de tout ça plus en détail, mais juste avant de parler de ce que tu fais aujourd'hui, on va revenir un tout petit peu sur ton parcours. Alors peut-être pas en détail, parce que je pense que ça peut être long, notamment parce que j'ai écouté un podcast de toi sur YouTube où tu parles en détail de ton parcours et de ta reconversion, et je trouvais ça extrêmement intéressant. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens ? Parce que si je ne me trompe pas, tu as fait du marketing pendant 12 ans, c'est ça. Dont 2 ans à Amsterdam. Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais exactement en synthétisant et pourquoi tu as fait une reconversion ? Ok, très bien. Alors oui, donc aujourd'hui, je suis donc sur les réseaux sociaux et je fais de la photo, mais ça n'est pas du tout là d'où je viens. Donc moi, j'ai fait une école de commerce dans le Nord, à Lille. Et ensuite, j'ai commencé à travailler en tant que commercial terrain et je suis partie en fait sur du marketing B2B après. Donc, j'ai travaillé pour des grands groupes dans le domaine de l'agroalimentaire et des accessoires pour animaux, mais aussi des nouvelles technologies. Donc, ce que je disais tout à l'heure, marketing B2B, ça s'appelle trade marketing. C'est donc en fait, je travaillais à l'interface entre les fabricants de produits de biens de grande consommation et les distributeurs. Donc ça peut être les supermarchés, des surfaces de vente spécialisées par rapport aux produits en question. Voilà. C'est éminemment complexe quand on ne vient pas de ce milieu à comprendre. C'est quand même complexe comme... Alors, en fait, je vais dire quelque chose qui va être plus facile à expliquer, que tout le monde connaît. Donc, les gens, en général, savent à peu près ce que c'est que du marketing consommateur. Le marketing produit, c'est les gens qui vont créer des gammes de produits pour répondre à des besoins des consommateurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le marketing de consommateur. Oui. Et le marketing B2B, c'est justement plutôt dédié, une fois qu'on a fabriqué un produit et qu'on ne le vend pas en main propre à ses consommateurs, on doit passer par de la distribution. Donc l'exemple le plus que tout le monde connaît, c'est la grande distribution. Donc Auchan, Carrefour, Leclerc, Intermarché. Voilà. Et ces gens-là, ils en ont rien à faire qu'on sorte par exemple un nouveau chocolat avec des morceaux de noisettes ou un nouveau bonbon avec de la fraise. Eux, ils veulent savoir comment on va mettre en avant le produit en magasin, qu'est-ce qu'on leur apporte comme marge, qu'est-ce qu'on va leur proposer comme offre promotionnelle. Du pur business. Voilà. Et donc ça, c'est ce sur quoi je travaillais. Donc de créer des offres promotionnelles qui vont être dédiées pour chaque point de vente en fonction des produits que nous, on souhaite mettre en promotion à ce moment-là. La partie merchandising qui va être où positionner le produit au meilleur endroit pour qu'il se vende mieux et pour qu'il cannibalise pas d'autres ventes dans le point de vente ou dans le rayon. Par exemple, voilà, c'est deux exemples. Oui. Donc j'ai travaillé dans ce domaine-là sur des produits qui étaient très différents, parce que j'ai travaillé pour 3 grands groupes. L'un sur des produits agroalimentaires, en gros des bonbons, du chocolat, des chewing-gums, pour les gourmands, parce que je suis une grande gourmande. L'autre sur les accessoires pour animaux. Okay. Et le dernier, je travaillais sur la cigarette électronique. Donc ça, c'est quand j'étais basée à Amsterdam.
Finalement, il n'y avait pas de différence. C'était des produits où là, c'était le côté business que tu... Oui, alors voilà, effectivement... En fait, tu aurais pu vendre n'importe quoi, c'était... n'importe quoi, je m'entends. Ça aurait pu être n'importe quel produit, ça ne changeait pas ton métier en soi. Exactement, oui. Puisqu'on reste toujours sur, effectivement, comment on va... Quelle est la stratégie à apporter aux distributeurs pour que nous, en tant que fabricants, on fasse plus de ventes avec le distributeur tout en rapportant de la valeur ajoutée pour le point de vente en général aussi, quoi. Je vois. Et alors, je saute des étapes, mais est-ce que ça t'a aidé, tout ce parcours, est-ce que ça t'a aidé pour toi, pour ta reconversion et le travail que tu fais aujourd'hui ? Alors oui et non. La première réponse serait de dire absolument pas. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, je fais un métier qui est créatif et qui avait peu de part à la créativité dans mon métier d'avant. Je fais un métier je suis auto-entrepreneuse alors qu'avant j'étais salariée. Et voilà, je travaille avec des outils que je n'utilisais pas du tout avant dans mon métier, parce que moi je ne travaillais pas sur les réseaux sociaux, je ne travaillais pas avec un appareil photo. Donc c'est des choses qui sont très différentes. Il y a certaines choses que m'a appris mon métier d'avant, c'est qu'aujourd'hui, moi, je travaille avec des marques en tant que créatrice de contenu. J'ai des marques de biens de grande consommation qui font appel à moi, type Canon. Et quand je travaille avec eux, je peux savoir quelle est leur manière de travailler chez eux dans leur bureau. Donc ça, c'est un avantage parce que je vais avoir la possibilité de comprendre les deadlines ou comment ça va fonctionner pour leur stratégie marketing. Voilà, ce genre de choses. Ça aide quand même. Ça aide. Après, c'est pas le plus gros pourcentage de mon travail au quotidien. C'est pas forcément du travail où c'est pas forcément la partie où je suis en discussion avec la marque sur la création d'un projet créatif. Je vois. Et alors, pourquoi tu t'es reconvertie, justement ? Ça, c'est intéressant. Ouais. C'est peut-être même le plus intéressant. Voilà. Alors, à l'époque, je vivais à Amsterdam. J'avais sur papier, je précise, j'avais un super travail. J'avais un contrat. J'étais donc basée à l'international. J'avais un très bon contrat. J'avais un très bon salaire. J'avais un job à l'international. Je travaillais avec les États-Unis, la France, l'Italie, l'Allemagne, d'autres pays. Voilà, j'en passe. Mais il y a eu une réorganisation interne dans la dernière entreprise dans laquelle je travaillais qui a fait que du jour au lendemain, mon travail a perdu toute sa substance. Donc, il y a des gens qui sont en situation de burn-out. Moi, j'étais en situation de bore-out. Donc, c'est-à-dire, c'est l'inverse pour ceux qui ne parlent pas anglais. Donc, burn-out, en gros, on a trop de travail, on a trop de choses à faire, on est submergé, on ne s'en sort pas. Le bore-out, on n'a pas grand-chose à faire et en gros, on se sent inutile et ce qu'on fait, ce n'est pas intéressant. Dans les deux cas, c'est sujet à dépression, voilà, donc c'est très sérieux. Et en gros, moi, j'avais l'impression d'être tombée 6 ans en avant dans ma carrière. On me faisait faire des choses que je faisais 6 ans auparavant ou même plus. Et toute la partie intéressante de mon travail avait été récupérée par une autre, l'entité de la maison mère en fait, de la société pour laquelle je travaillais. Je sais pas, j'ai pas donné de nom, je sais pas si ça sert à quelque chose que je donne des noms de sociétés. Mais tu peux, il n'y a pas d'interdit par rapport à ça. Mais en gros, voilà. Donc du jour au lendemain, j'avais plus rien de passionnant à faire dans mon travail. Et j'aurais pu tout simplement aller chercher un autre contrat dans une autre société, mieux payé, rester à l'international ou repartir en France. Mais avec mon expérience, j'aurais forcément pu bénéficier d'un meilleur salaire et d'un meilleur poste. Et en fait, pour moi, ça a été le moment de me poser des bonnes questions. Et je me suis rendu compte que finalement, dans mon travail, dans le monde des grandes entreprises, le monde corporate, comme on va l'appeler, j'étais pas heureuse. Et que j'arrivais plus à me projeter, en fait. J'arrivais pas à me dire, oui, dans 5 ans, je vais faire tel poste, dans 10 ans, je serai là. J'arrivais plus, dans ce monde-là, en tout cas, tel qu'il est. Et j'ai décidé de démissionner complètement. D'accord. Et je ne savais pas ce que j'allais faire. Et ça, c'est... Ouais, alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était courageux. Pour moi, être courageux, ça aurait été de rester dans cette position qui, en fait, ne me rendait pas heureuse. Et c'était plus difficile pour moi d'aller au bureau tous les matins en n'étant pas du tout passionnée par ce que je fais et en n'ayant pas non plus de nouveaux projets passionnants, que de me dire, non, je vais faire autre chose. Je ne sais pas encore quoi, mais on verra. Mais en tout cas, je ne peux plus.
C'était essentiel pour toi. Ah ouais, en fait, je me suis retrouvée à pleurer sans raison le matin de Noël de l'année 2017. Et là, je me suis dit, mais pourquoi je pleure ? Et c'était au moment où il y avait la réorganisation et où j'aurais pu justement me dire, c'est pas grave, je vais profiter de ce tremplin pour aller chercher un autre poste, encore mieux payé ailleurs. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, non, c'est pas ça, c'est pas ce que je veux, mais en tout cas, je veux pas ça, je veux plus ça. J'ai l'image de cinéma de toi en train de pleurer à Noël, je suis désolée. Non, mais c'est vraiment, je me suis dit, en plus, voilà, on était le matin du 24 décembre et j'étais là en train de pleurer comme une madeleine. J'étais là, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi ? Et donc, j'ai pris la décision de démissionner donc début janvier, mais je ne pouvais pas partir avant mes 2 ans de contrat, puisqu'en fait, j'avais un contrat, la société qui m'employait m'avait fait déménager et fait venir de Paris vers Amsterdam. Donc, ils avaient payé beaucoup de frais de mon déménagement, de la prise en charge d'un agent immobilier pour me trouver un appartement. Il y avait un énorme... des frais que j'avais calculés à peu près 10 000 €, que si je quittais mon travail avant 2 ans de contrat, il fallait que je rembourse ces frais. Et sachant que je ne quittais pas mon travail pour aller chez quelqu'un d'autre, que je n'allais pas avoir de revenus pendant un moment... quelque chose qui a duré plus qu'un instant d'ailleurs. Mais pendant un long moment, je me suis dit, je peux pas donner 10 000 € comme ça. Donc, je suis restée jusqu'à la fin de mes 2 ans de contrat. Mais entre janvier et octobre, qui est donc la fin octobre, c'est la date officielle de ma démission, voilà, j'ai patienté. Ça a dû être long d'ailleurs. Ouais, ça a été long. Et donc tu vas me dire, mais ok, on voit toujours pas le lien avec ce que tu fais aujourd'hui. Mais j'allais y venir, j'allais te demander comment tu es arrivé à la photographie. Parce que alors, ça ne définit pas tout ce que tu fais, mais en grande partie quand même. En tout cas, l'image, c'est une très grande partie. Donc, comment tu en es arrivé là ? Est-ce que c'est pendant ces 2 ans justement où tu as essayé de chercher des pistes de ce qui pouvait t'intéresser ? Non, c'est pas venu comme ça. Donc à l'époque, comment ça a commencé, c'est que quand je vivais à Paris avant de déménager à Amsterdam, donc comme je te le disais tout à l'heure, moi je suis une grande foodie. J'adore tester des restos sur Paris. Et quand j'étais à Paris, avant de déménager, j'avais créé un groupe sur Facebook sur lequel je partageais mes bonnes adresses de restaurants auprès de mes amis parisiens. Donc, il y avait à peu près une centaine de personnes qui suivaient mes restos. Et puis d'ailleurs, ils pouvaient eux aussi partager dans le groupe les restos qu'ils aimaient bien. Et quand je suis partie à Amsterdam, je me suis dit, mais en fait, je ne peux plus alimenter le groupe. Et ça sert à rien que je leur parle des restaurants d'Amsterdam parce que c'est des gens qui vivent pas là-bas. Donc, à part une fois dans l'année où ils vont venir un touriste, mais sinon, ça les intéresse pas. Et à l'époque, Instagram, c'était quand même déjà pas mal lancé. Donc, je me suis dit, je vais créer un compte Instagram sur lequel je vais partager les restaurants. Comme ça, les gens qui sont intéressés par les restaurants, surtout à l'époque, ils vont chercher dans les restaurants, dans les Instagram, hashtag restaurant Amsterdam, et ils vont tomber sur mes photos. Et c'est comme ça que je vais faire grandir mon compte. Donc, c'est pour ça que j'ai créé un compte Instagram. Enfin, j'avais déjà un compte Instagram, mais c'est comme ça que je l'ai orienté à l'époque. Et puis, je prenais aussi des photos d'Amsterdam et des endroits dans lesquels je passais. Et alors, quelque chose de très important, à l'époque, j'étais en couple avec un photographe. Donc, un photographe artiste, lui qui fait plutôt de la photo artistique, très célèbre, qui est... je ne veux pas dire son nom, mais bon, en gros, il a fait des expos dans des musées, il a fait des TED Talks. C'était quelqu'un qui était vraiment très, très, très doué dans son domaine. Et c'est lui qui m'a appris à me servir d'un appareil photo, pas en mode automatique. Donc, c'est lui qui m'a appris vraiment à utiliser, faire les réglages moi-même, gérer la vitesse, les ISO. L'exposition. Voilà, caméra, exactement. Okay. Donc, c'est lui qui m'a appris les bases. Et à l'époque, je pense que j'avais pu récupérer l'un de ses anciens appareils photo qu'il n'utilisait pas. Et donc, je m'amusais, je tâtonnais un peu, j'apprenais un peu à faire des photos. Je commençais à apprendre à retoucher. Mais bon, c'était au niveau vraiment débutant, mais c'est comme ça que j'ai commencé. Et lui, quand il avait le temps, le week-end, quand on se faisait une petite balade, il en profitait, il faisait des photos de moi. Donc, sur mon compte Instagram, il y avait des photos de food, de resto, des photos de paysages d'Amsterdam sans moi et des photos qu'il prenait de moi dans les endroits où on était. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les photos où j'étais dessus marchaient beaucoup mieux que celles où j'étais pas dessus. Et au fur et à mesure que je postais, quand je postais de la food, je perdais des abonnés. Et quand je mettais des photos de moi, je gagnais des abonnés.
Ça, c'est extrêmement intéressant. Ouais. Donc, au final, au bout d'un moment, j'ai arrêté de poster les photos de food. Et donc ça, c'était ce que je faisais en loisir. Donc voilà, c'était vraiment... si je peux me permettre, on le retrouve quand même encore aujourd'hui sur ton compte, le côté restaurant. Mais tu es sur la photo avec. Oui, voilà. C'est Après, ou alors dans mes stories. Dans mes stories, Oui. Pour ceux qui suivent mes stories et ceux qui suivront mes stories à partir de maintenant. J'invite les gens à te suivre, oui. Mais ouais, je partage beaucoup. Je partage toutes mes expériences culinaires et gastronomiques dans mes stories. D'ailleurs, là, aujourd'hui, j'ai encore fait des petites photos des bons restaurants de Bordeaux que j'ai pu tester aujourd'hui. Donc ouais, ça s'en ressent quand même. Et je reposte un petit peu du contenu food dans un cadre plus... effectivement, où je vais faire un petit mix entre des gros plans sur la food et puis des plans où ça va être moi qui présente l'endroit ou ce genre de choses. Très bien. Donc, à l'époque, voilà, c'était vraiment un loisir. Je n'ai absolument pas quitté mon travail pour faire Instagram. À l'époque, j'avais, je sais pas, genre 6000 followers. Enfin, c'est pas du tout dans ma tête l'idée de faire une carrière avec ça, loin de là. Là, on est en 2017. Là, on est 18. 2018, on est fin 2018. Donc fin 2018, du coup, je reviens sur Paris, puisque je n'avais pas l'intention de rester à Amsterdam, j'étais partie là-bas pour travailler. Donc je reviens sur Paris et j'ai du temps pour moi, puisque je suis en train de chercher ce que je vais pouvoir faire comme nouveau travail. Sachant que je savais que je voulais faire quelque chose en étant à mon compte. Je ne voulais plus repartir dans le monde de l'entreprise classique tel qu'on le connaît, mais je ne savais pas exactement ce que j'allais faire. Donc j'avais du temps pour moi. Paris étant une ville magnifique, j'ai profité pour aller faire plus de photos. Des photos dans Paris, Paris étant l'une des plus belles destinations de voyage au monde. Les photos de Paris marchent mieux que les photos d'Amsterdam sur les réseaux. J'avais le temps d'aller prendre des photos dans des meilleures conditions de lumière, notamment au lever du soleil. Et j'avais le temps pour apprendre à retoucher. À mieux retoucher, parce que bon, je retouchais un petit peu avant, mais là, forcément, j'avais plus de temps. Donc, je regardais des tutoriels, j'essayais de m'améliorer. Et au final, au fur et à mesure, tout en cherchant ce que j'allais pouvoir bien faire de ma vie, au final, mon compte Instagram a grossi petit à petit. Début 2019, j'ai passé la barre des 10 000 followers, qui est un premier milestone très important, sachant que moi, ça faisait 2 ans que j'essayais ça s'est pas fait en claquant des doigts. Moi, j'ai pas eu. Il y a des gens qui poussent comme. Ah non, ouais. Il y a des gens qui poussent comme des champignons. Ça n'a pas du tout été mon cas. J'ai eu quasiment 2 ans de laborieux travail, de remise en question pour arriver à ces 10 000 followers. Donc ça a été assez. Enfin, c'est pas facile, quoi. C'est du boulot, oui. Ouais. Et ensuite, après, j'ai eu mes premiers voyages de presse avec des offices du tourisme. J'ai mon compte l'année 2019 qui a quand même vraiment bien grandi. C'est l'année où j'ai créé mon blog. Donc pareil, je n'y connaissais rien. Autant que la photo, c'est pareil, j'y connaissais rien. Donc j'ai dû tout apprendre sur le tas moi-même. Mais un site internet, c'est pareil, j'y connaissais rien. J'ai tout appris toute seule. J'ai créé mon site internet toute seule sur WordPress. Et il y a énormément de choses à savoir pour ceux qui savent et qui ont essayé de monter une fois des sites internet. Il y a énormément de choses à savoir. Surtout que je crois qu'aujourd'hui, c'est un tout petit peu plus simple que ça pouvait l'être en 2018-2019. WordPress le pratique depuis 15 ou presque 20 ans. Franchement, ça va. Après, il faut prendre le temps d'apprendre à le maîtriser et il faut ingurgiter du tutoriel sur YouTube. Alors, j'ai la chance, on peut critiquer autant qu'on veut les réseaux sociaux, je crois qu'on va en parler un peu après sur les effets néfastes que ça peut avoir. Mais moi, j'ai la chance d'avoir une super communauté et pas seulement, on va dire, des gens qui vont être simplement mes followers, mais j'ai vraiment des amis. C'est-à-dire que depuis 2017, je suis au quotidien sur les réseaux sociaux. J'échange avec des gens du monde entier. Et sans mentir, je peux avoir 100 ou 200 personnes que je suis au quotidien, qui me suivent au quotidien dans le monde entier. Et il y a une grosse partie de ces gens-là qui ont d'autres expériences, notamment des gens qui sont blogueurs, qui ont lancé leur site web avant moi et qui m'ont donné des conseils. J'ai vraiment des amis en or qui m'ont expliqué pas à pas comment je pouvais faire telle chose, qu'est-ce qu'il fallait que j'améliore. Et ça, c'est vraiment... ça aide beaucoup.
Tant mieux. Ouais, non, vraiment. Du coup, sur ton blog, tu parles de voyage et j'allais dire à la française, d'aliments. C'est vrai qu'on dit tout le temps food, mais comment on peut le dire en français? Je sais pas comment. Alors, j'avoue, je ne sais pas non plus. C'est tellement devenu naturel. Ouais, et puis surtout, il y a une chose qu'on n'a pas précisée depuis le début, mais moi, tout mon contenu est en anglais. C'est vrai. Ouais. Et la raison est que j'ai lancé mon compte Instagram à Amsterdam. Et donc, moi, à l'époque, j'étais vraiment... je n'évoluais pas du tout dans un milieu franco-français à Amsterdam. Je n'étais pas allée là-bas pour retrouver des Français. Moi, je travaillais en anglais. Je parlais en anglais tous les jours, soit au travail, ou soit les gens que je rencontrais à l'extérieur. Oui, il pouvait y avoir des expats français, mais j'avais des amis polonaises, arméniens, enfin, voilà, en tout cas, pas fort, ou néerlandais d'ailleurs. Oui. Mais du coup, ça m'est pas venu à l'idée de lancer mon compte. Enfin, c'était pas un compte Instagram qui allait parler de Amsterdam pour les Français qui veulent venir. Donc, c'était un compte en anglais. Et quand je suis revenue à Paris, ça faisait déjà 2 ans quasiment que j'avais mon compte. Enfin, ça faisait 1 an et demi que j'avais mon compte Instagram en anglais. Ça faisait pas de sens pour moi de le remettre en français, quoi. Oui, t'aurais perdu forcément des gens. Ah bah oui, c'est sûr, c'est sûr. D'accord. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Non, mais je te parlais de food et que je disais, je m'amusais à dire qu'on ne trouvait pas de mots français. C'est pour ça que j'ai beaucoup de termes, moi, de Instagram aujourd'hui ou même dans ma vie quotidienne qui sont en anglais parce que finalement, je ne les pratique qu'en anglais. Mais en l'occurrence, food, je crois, mais même quelqu'un qui tient un blog français va dire food. Je l'ai jamais vu en français. Je ne sais même pas comment le dire moi-même. Je ne sais pas comment le traduire. Enfin, on sait traduire food, mais on va dire il y a 2 parties dans la food. Il y a des gens qui font des recettes et moi, je ne fais pas de recettes. Et il y a des gens qui parlent de restaurants. Donc voilà, moi je parle de restaurant, mais je fais pas de recettes. Le culinaire? Ouais. Culinaire, gastronomie peut-être plus. Gastronomie. Ouais. C'est dur, hein. Pourtant, c'est simple. En anglais, ça marche de suite. On comprend de suite. En français, on n'arrive pas à le dire. Donc, tu as développé petit à petit ton blog voyage. Food. Alors, voilà. En fait, je partage. En fait, on va dire voyage où ça va être toutes quand j'ai le temps. Mais quand je pars dans une destination, après, j'ai toujours aimé partager mes conseils avec les gens. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a un fil rouge dans ma vie au quotidien. De même qu'avant, j'adorais partager les bons restos que j'avais faits quand je vivais à Paris. C'est pareil, quand je partais en voyage, si je connaissais quelqu'un qui allait partir dans la même destination, je lui écrivais un petit guide avec tous les endroits que j'avais visités, ce qui était intéressant à faire, les restos à voir. Et donc, c'est un peu ce qu'on trouve sur mon blog. Donc, si c'est des destinations de voyage, ça va être les plus beaux endroits à prendre en photo, les meilleures choses à faire et les bonnes adresses où manger. Ça va toujours se recouper un peu. Un guide. Des guides. Voilà, c'est exactement ça, des guides de voyage. Et sur Paris, puisque je vis à Paris et que c'est mon terrain de jeu favori, j'ai plus de conseils. Donc, ça va être des choses qui vont pas être des guides généralistes, ça va plutôt être des choses pointues. Donc, ça va être, par exemple, les plus beaux endroits pour prendre la Tour Eiffel en photo ou les plus beaux endroits à prendre en photo à Montmartre. Ou des guides, justement, food, très spécifiques. Donc, par exemple, les meilleurs chocolats chauds de Paris, les meilleurs coffee shops de Paris, les meilleures glaces de Paris, c'est l'été, pour ceux qui vont à Paris bientôt. Mais voilà, ça va être... donc, c'est soit des conseils de voyage pour les destinations que je découvre, soit des conseils de voyage, parce que ça reste du voyage quand même sur Paris. Et mon blog, il figure aussi d'autres catégories, 2 autres, notamment donc quelque chose dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, c'est que j'ai commencé fin 2019 aussi à faire des photoshoots pour des clients. J'allais t'en parler justement. Ouais. Parce que j'ai eu des followers qui ont commencé à me demander, à me dire moi je viens bientôt sur Paris, donc des followers étrangers qui venaient visiter Paris et qui me disaient moi j'aime bien tes photos, est-ce que tu pourrais faire des photos comme ça pour moi? Et donc c'est comme ça que j'ai commencé, donc j'en ai fait 1, 2, 3. Ensuite il y a eu le Covid qui est arrivé, donc j'ai plus rien fait. Oui. Et tu l'avais pas vu venir ça? Le fait que des gens te demandent Non. Non, c'est vraiment venu. C'est pas moi qui me suis dit tiens, je vais faire des photoshoots pour des gens. C'est vraiment venu parce que j'ai une première follower qui m'a demandé, donc j'ai fait. Et ensuite j'ai dû en parler sur mes stories. Puis j'ai une autre personne qui m'a demandé, puis encore une autre. Effet boule de neige. Et voilà. Et après, bien sûr, quand j'ai commencé à en parler, j'en ai eu de plus en plus. Et puis, surtout après le Covid. Oui, ça n'a pas dû être une période très heureuse.
pas grand monde, je pense. Ouais. Mais... Non, il y a des gens, en fait, il y a des gens, contrairement, il y a des gens qui ont vraiment eu la période du Covid comme un tremplin, notamment les blogueurs et les créateurs de contenu qui font de la food et des recettes. Eux, ils ont cartonné. Enfin, moi, je connais des gens, ils ont vraiment tout décollé vraiment pendant le Covid. Oui, et puis en plus, je comprends la dynamique, puisque les gens étaient chez eux et étaient en demande de consommer du contenu. Et les gens avaient plus de temps pour créer du contenu. Mais c'est quand même la période d'isolement qui est compliquée pour créer du contenu. Surtout toi, tu te déplaces quand même. Oui. Alors, effectivement, je ne vais pas parler des autres maintenant, je vais parler de moi. Pour moi, c'était extrêmement difficile. La première raison, c'est que je vis seule. Et donc, pendant tous les confinements, j'étais toute seule dans mon studio à Paris. Je n'ai pas de balcon. Donc, ça a été très, très difficile. Donc, ça, c'est la première partie. Et après, moi, je travaille. Ma thématique première, c'est le voyage, que ce soit dans les autres destinations ou à Paris, puisqu'en fait, je fais du contenu voyage pour ceux qui veulent venir à Paris. Oui. Donc, ça reste le voyage en général. Donc, je ne fais pas de la mode où je vais pouvoir mettre en avant des tenues, que je sois dehors ou chez moi, c'est pareil. Ben non. Je ne fais pas du lifestyle où, par exemple, je vais recommander des produits à utiliser, des produits de beauté ou des choses comme ça. Alors, je peux toujours faire... La mode est inclue dans toutes mes photos et mes vidéos parce que j'aime beaucoup mettre en avant... Enfin, pas mettre en avant. J'aime beaucoup associer une tenue qui va aller avec l'endroit que je vais prendre en photo ou en vidéo. Et pareil, les produits de beauté, oui, bien sûr, comme toute femme qui aime bien prendre soin d'elle, bien sûr que j'utilise des produits de beauté et bien sûr que je peux en parler. Mais en tout cas, mon accès numéro 1, c'est le voyage. Et donc, dans une période où personne ne peut voyager et où en plus on est cloué chez soi, c'était très, très difficile. Ouais. Plus la remise en question aussi, parce que tu sais, à ce moment-là, il faut se rappeler qu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Et donc, toi, tu es dans une situation de reconversion où tu te dis, je mise tout sur moi. Ouais. Et là, tout d'un coup, non, tu restes à la maison. Ouais. Enfin, là, au studio, en l'occurrence. Donc, ça a dû être difficile quand même aussi pour ça. Ouais, ça a été assez dur. J'ai eu effectivement des moments pas de doute sur ma décision parce que j'ai jamais douté de ma décision. Je pense qu'on a tous dans nos têtes des bonnes décisions qu'on a prises dans nos vies où on se dit ça, je reviendrai pas en arrière. Et ça, c'est vraiment pour moi si c'est pas la décision la plus importante de ma vie. Et je ne reviendrai pas en arrière et je ne regrette pas de l'avoir décidé. Et à ce moment-là, je ne le regrettais pas non plus. Mais par contre, oui, les revenus, c'était difficile. Aussi parce qu'effectivement, à ce moment-là, mes revenus liés aux réseaux sociaux n'avaient pas eu le temps de vraiment émerger, en fait. Donc, c'était encore très... incertain. Ouais, voilà, c'est même pas instable. Il y avait zéro stabilité. C'était même pas genre, il y a des mois où ça va bien et des mois où ça va pas bien. J'avais quasiment pas de revenus à l'époque. Par contre, je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est très intéressant pour certaines personnes qui nous écoutent, certainement, peut-être. C'était une période instable, incertaine, mais tu sentais au fond de toi quand même que c'était la bonne décision. Ça, c'est important de le sentir, en fait. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer, mais qu'on ressent. Et si tu ressens pas ça, c'est des moments très difficiles. Ouais. Et même quand on le ressent, c'est très difficile. Parce que c'est... En fait, moi, j'essaie... La chose qui me disait que de toute manière, je ne pouvais pas faire autre chose, c'est que je me disais, mais en fait, si demain, je vais passer des entretiens de recrutement pour reprendre un poste dans le même type de travail que je faisais avant, je serais incapable de me vendre parce que je serais incapable d'être autant... Enfin, T'as pas la flamme? En fait, c'est ça, oui, je vais pas réussir. En fait, j'ai les mots en anglais qui me viennent, donc c'est pour ça qu'il faut que j'essaie de retrouver les termes français qui vont expliquer ça. Mais d'être... je vais pas réussir à me vendre parce que je vais être un impostrice. Un imposteur. Imposteur avec un E au féminin. Oui. Mais je vais pas réussir à convaincre la personne que je veux le job. Parce que je le veux pas. J'arrive même pas à m'imaginer que je vais retourner dans un bureau tous les matins, aller derrière un ordinateur pendant 8 ou 9 heures ou 10 heures, aller taper sur mon petit clavier pour quelqu'un d'autre. Oui, parce que sachant que c'est ce que je fais, sachant que c'est ce que je fais au quotidien, quasiment pour moi, que ce soit sur mon ordinateur ou sur mon téléphone, mais c'est pour moi. Et là, le faire passer tout... Ce qu'énormément de gens font, ce que moi j'ai fait pendant mes premières années de carrière. Donc,
encore une fois, il y a il y a des gens qui sont passionnés par leur travail, quand bien même ils sont derrière un ordinateur pour un patron toute la journée. C'est génial. Voilà. Il n'y a aucun dénigrement du travail en entreprise. C'est juste que moi, ça ne me correspondait plus et que je n'arrivais plus à y trouver de passion, je pense que c'est l'enrichissement personnel aussi. J'étais plus épanouie, ça m'apportait plus rien en fait. Et donc, sachant que je me disais, mais bon, imagine, tu dois aller retrouver un travail parce que tu t'en sors pas avec ce que tu fais aujourd'hui. Et en fait, ça me faisait d'autant plus peur parce que je me disais, mais en fait, je peux pas, je vais pas y arriver. Enfin, je serais pas crédible. Voilà, je serais pas crédible en fait. Donc forcément, j'aurais jamais de job. Et quand bien même j'arriverais à récupérer ce type de travail par un miracle de mensonge, de fake it until you make it, comme on dit en anglais, je vais arriver au bureau le matin, je vais avoir du mal à passer la porte du bureau, je vais me mettre à pleurer, je vais flageller sur mes jambes, je sais pas ce que je vais faire, mais je pourrais pas quoi. Et je crois que malheureusement, ça arrive à beaucoup de gens. Oui. Malheureusement. Mais alors, on va raccrocher les wagons. C'est quoi ton sujet de prédilection aujourd'hui en photographie ? Parce que du coup, tu fais pas mal de choses. Tu fais du voyage, tu fais de l'autoportrait aussi, on va en revenir dessus. Tu photographies des gens, donc tu fais du portrait. Et aussi de la food, puisque je ne sais pas le dire autrement. C'est quoi ton sujet de prédilection dans tout ça ? Alors, moi, j'adore créer des images qui font rêver. D'accord. Donc, j'aime partager des beaux endroits, que ce soit des endroits très connus, comme des endroits qui vont être moins connus, mais qui vont être très beaux, et me mettre en scène dans cet endroit. C'est-à-dire que je vais être un peu c'est un bel endroit et je vais être là comme un petit pion de valeur ajoutée pour l'image, pour qu'une personne qui voit l'image s'imagine être à ma place. Je vois très bien. C'est ce qu'on retrouve en grande majorité sur ton compte Instagram d'ailleurs. Ouais. Toi, en scène, dans un décor. Voilà. Et j'aime faire... mon but, c'est de faire rêver. C'est vraiment ça, c'est d'inciter les gens à venir découvrir l'endroit où je suis, donc que ce soit un endroit à Paris ou en France ou dans le monde ou n'importe où dans le monde, pour leur dire mais regardez comme c'est beau, allez-y. En fait, je partage. Si j'ai la chance de vivre ou de découvrir un endroit extraordinaire ou de vivre une expérience extraordinaire, mon but c'est de partager, de dire regardez, vous pouvez le faire aussi. Donc ça, c'est ce que j'aime véhiculer sur la partie image, que ça va être photo ou vidéo, puisque aujourd'hui la vidéo a pris une grande part sur Instagram ou sur d'autres réseaux comme TikTok. Mais dans la partie écrite, parce qu'il y a toujours une partie écrite en fait, la légende, d'ailleurs je sais même pas comment on dit en français exactement. Description. La description, parce que moi je dis caption, mais du coup, donc dans la description de la photo, je vais donner des conseils. Je vais dire, voilà, venez à telle heure pour avoir les mêmes conditions pour qu'il n'y ait pas de monde. Ou voilà les meilleurs... Par exemple, je vais dire, ça va être une vidéo sur... c'est un truc que je vais poster bientôt, les meilleures choses à faire à Milan. Donc, je vais mettre un petit récap de différentes choses sur la vidéo. Et dans la description de la photo, de la vidéo, va y avoir aller à tel endroit, voir tel endroit, visiter telle église, manger à tel endroit, tester le tiramisu de tel restaurant parce qu'il est tombé par terre. Alors, attention, il faut regarder mon prochain post pour savoir de quel restaurant je parle. D'accord. Mais voilà, donc il y a faire rêver les gens avec un endroit, mais en même temps donner les conseils pratiques pour profiter de l'endroit dans les meilleures conditions ou pour savoir comment y aller ou pour voilà. C'est intéressant quand même parce que tu n'es pas juste basé sur l'image, tu vends pas juste du rêve, il y a quand même du fond parce que tu expliques les choses toujours avec cette notion de guide comme sur ton blog. Donc ça, c'est quand même intéressant parce que tu aurais pu très bien t'arrêter sur te mettre en scène dans des lieux idylliques. Il y a plein de comptes qui sont comme sûr, ça et puis pas dire où sont les lieux, etc. Ouais. Et non, en fait, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours animée. C'est vraiment ça, le partage avec les gens et de se dire, alors ça peut être soumis à débat parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais en fait, cet endroit, il est beau. Si tu le partages, il y a plein de gens qui vont le connaître et donc tu vas ruiner l'endroit. Donc, c'est quelque chose que je peux comprendre. Mais d'un autre côté, je me dis, oui, mais attends, moi, j'ai eu la chance de le découvrir par une raison X ou Y, soit parce que je suis tombée dessus, soit parce que je l'ai trouvé chez quelqu'un d'autre qui l'a recommandé, soit pour... voilà, peu importe.
Et c'est un endroit magnifique. Donc pourquoi je devrais le garder pour moi, en fait? Moi, je ne suis pas meilleure qu'un autre pour dire que moi, j'ai la prétention d'avoir le droit d'y aller, mais pas toi. Il y a un courant de pensée comme ça. Désolée, je fais une petite digression, mais il y a. Ah non, mais c'est intéressant. Il y a un courant de pensée comme ça aux États-Unis, parce que je connais pas mal de blogueurs américains, où en fait, il y a beaucoup de comptes qui effectivement vont dans des endroits magnifiques, mais qui ne donnent pas les noms. Et l'une des raisons principales, c'est très dommageable, c'est le racisme. C'est parce qu'ils ne veulent pas que ces spots soient accessibles à trop de monde voulant dire des communautés qu'on ne veut pas voir venir sur certaines terres, territoires, endroits, voilà. D'accord. Et donc, dans une démarche un peu de supériorité, voilà, comme ça. Alors ça, c'est très malsain. Par contre, j'ai une autre vision, parce que pour le podcast, j'avais accueilli Entre deux pôles, qui sont un couple qui voyage. Et justement, par rapport à ça, par rapport au voyage, ils ont une démarche très naturelle. On se laisse libre pendant une grande période. Hein. C'est pas un voyage d'une semaine, hein, c'est des voyages de plusieurs mois. Et au gré de leur rencontre, leur voyage va pas forcément être ce qu'ils avaient prévu à la base. Ouais. Et pendant toute cette pérégrination, ils vont découvrir des lieux très sauvages, très naturels. Et ils ont quand même à cœur de pas le survendre, le surcommuniquer sur le lieu. Là, pour le coup, c'est pas genre le garder pour soi, mais c'est plus une démarche écologique que quand même je comprends, moi. Oui, alors, en effet. Et là, je peux qu'approuver, surtout à l'heure du tourisme de masse et des endroits qui sont des petits bijoux, comme par exemple Maya Bay en Thaïlande, qui a été ruinée par le tourisme, ou Venise aujourd'hui. Donc, il s'avère que moi, les endroits que je visite, je visite des choses qui sont quand même, des villes ou des destinations c'est très qui citadin. sont quand même, qui sont. Je vais pas dans une forêt vierge. Effectivement. Oui. Donc ça reste quand même, ça va être peut-être une jolie rue que je vais visiter dans un endroit, que d'ailleurs, si je peux la trouver, quelqu'un d'autre peut la trouver, et je vais juste dire à quel endroit c'est. Donc c'est pas non plus je viens pas oui, tu viens pas détruire détruire l'écosystème. Non, mais je comprends, mais c'est vrai ce que tu dis, et d'ailleurs il y a des personnes qui écoutent le podcast qui pourront avoir la même réaction de toi en disant oui, mais enfin c'est pas la même chose. Donc c'est vrai ce que tu dis, et c'est important de le notifier. Dans mon type de voyage que je fais, alors après c'est dommage, hein, je manque sûrement des choses, mais après chacun choisit sa manière de voyager. Mais effectivement, je ne visite pas non plus des choses qui ont besoin d'être préservées par rapport à l'écosystème, par rapport à l'environnement. Ça va c'est vrai que je fais quand même beaucoup différents types de voyages. On est d'accord là-dessus. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Je ne sais plus. Mais parlons encore de voyage. Quel est ton matériel photo ? Et on va doublement en parler parce que tu es ici aussi pour Canon. Pour Canon. Je ne sais pas exactement quelle est la nature de votre collaboration, mais justement, est-ce que tu peux nous en parler ? Quel est ton matériel photo ? Avec quoi tu travailles aujourd'hui ? Et quelle est la nature de ta collaboration avec Canon ? Moi, je suis un bébé Canon. C'est-à-dire que j'ai toujours utilisé des appareils photo Canon, même quand j'ai appris, même quand je suis partie, mon premier voyage où je me suis dit, tiens, je vais partir avec un appareil photo, et j'avais demandé des conseils à un ami qui était un autre ami photographe, qui m'avait dit, oui, je te conseille de prendre cet appareil photo Canon, tu le mets en mode automatique, tu vas prendre des bonnes photos. Et c'était ce que j'avais fait à l'époque. J'étais partie au Guatemala. Et donc voilà, j'ai commencé au Guatemala, c'était en 2012, je crois. Et donc j'ai commencé en utilisant du Canon en 2012, et depuis, finalement, j'ai évolué qu'avavec du Canon. Donc je suis 100% Canon. 100% canoniste. Et aujourd'hui, mon matériel, donc j'ai un R6, Canon R6, qui est il m'a changé la vie au point de vue de l'autofocus, qui est juste génialissime.
Et j'ai plusieurs objectifs. Donc, j'ai un 16 à 35 mm à 2.8. Je vais donner un peu de détails puisqu'on parle à des gens qui sont intéressés sur la photo. Parce que ça m'arrive souvent de capturer, de faire des photos devant des grands monuments. Type la Tour Eiffel, ou ça va être, par exemple, je reviens de Milan en Italie, donc le Duomo, où on a besoin effectivement on n'a pas forcément beaucoup de place pour avoir du recul derrière, et si on veut avoir le monument en entier et donc capturer toute sa beauté, voilà, et pas juste une petite partie, c'est important d'avoir du grand angle. Ensuite, j'ai un 24-70 mm qui est aussi en 2.8. Qui va me permettre d'avoir un peu plus de latitude pour zoomer sur certains plans. J'ai un 50 mm 1.8 que j'utilise peu pour moi, mais que j'utilise beaucoup pour mes photoshoots clients, pour faire du portrait avec du beau bokeh derrière, de la belle profondeur de champ. Et c'est un objectif qui coûte pas cher, et c'est vraiment un objectif qui permet de faire des très très belles choses en portrait, donc je peux que le recommander. Et j'ai récemment investi dans un nouveau joujou. Ah oui. C'est un 70-200 qui descend à 2.8 aussi, Canon. Parce que j'en avais besoin, pareil, pour mes photoshoots clients. Donc, je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup de latitude pour l'utiliser pour moi. Pour moi, pour mes photos, la bonne et simple raison, c'est qu'en général, quand je pars en voyage, c'est moi qui porte tout mon matériel photo. Ouais. Et que mon appareil photo, plus le 24-70, plus le 16-35, plus le 50, ça fait déjà très lourd. Et plus l'ordinateur, je me vois mal rajouter le 70-200 dans mon sac à dos. Je crois que je serais incapable de tout porter. Donc, je vais peut-être pas l'utiliser beaucoup quand je vais partir en voyage. Je vais essayer de voir ce que je peux faire avec sur Paris pour ma propre création de contenu. Mais en tout cas, je l'ai vraiment acheté en numéro 1 pour faire mes photoshoots pour des clients, parce que ça permet d'avoir des perspectives assez différentes, et notamment avec la compression, l'effet de compression, aller rajouter. Ça donne sur les mêmes endroits une dimension complètement différente et un résultat complètement différent Tout à fait. des autres optiques que j'avais jusque-là. Donc voilà mon nouvel investissement. Pas mal de cailloux. Ouais. Et justement, c'est là, quand je disais que j'avais perdu le fil, c'est cette question que je voulais te poser, mais ça rentre dans le matériel. Tu te prends en photo, toutes les photos qu'on voit quand on arrive sur ton compte Instagram, où tu te mets en scène devant un grand décor, tu te prends en photo toute seule ? Alors, en général, je travaille avec d'autres créateurs de contenu. Je vais même dire d'autres créatrices de contenu, parce que je travaille beaucoup avec des copines. Et on s'entraide. C'est-à-dire que donc il y a des gens qui pourront dire oui, mais en fait c'est toi qui es sur la photo, donc c'est pas toi la photographe. Donc c'est un peu mensonger quand tu dis que tu es photographe. Mais en fait si, parce que quand j'arrive quelque part, déjà je fais mes réglages sur mon appareil photo moi-même, et c'est moi la directrice artistique de ma photo. Donc je vais arriver sur place, je vais me faire une idée de l'angle que je veux, de la perspective que je veux, et de la pose que moi je veux avoir sur la photo. Et je vais donner ces instructions à la personne qui vient avec moi, qui est donc aussi créatrice de contenu ou créateur. Et donc, pour moi, c'est la même, c'est lié, qui est aussi photographe, puisque tous les gens que je connais, c'est des gens qui travaillent avec leurs propres appareils photo. Et comme elle a aussi cette vision et cette expertise, elle va comprendre très vite ce que je veux. Et donc, elle va pouvoir cliquer, comme je vais dire, elle va cliquer exactement ce que je veux. Et elle va aussi être capable de me dire, attends, là, il y a trop de lumière, ou non, il faut que tu changes, là, t'es un peu trop... si je lui dis, mets-moi au milieu de la photo, elle va me dire, attends, mets-toi plus à droite parce que là, t'es pas au milieu. Ou peut-être, elle va même avoir une idée, elle va me dire, attends, finalement, la perspective que t'avais, c'est peut-être pas la mieux, je te prends comme ça, tu me diras ce que tu préfères après. Et ensuite, on échange. C'est-à-dire qu'elles vont commencer par m'aider, et après, moi, elles vont faire leur perspective, leur idée, et elles vont m'expliquer ce qu'elles veulent et ce qu'elles veulent, et moi, je vais cliquer ce qu'elles veulent. Et donc, on s'entraide. Oui, parce que c'est quelque chose que tu pourrais faire en théorie avec une télécommande, par exemple, ou l'application iPhone, mais c'est quand même plus dur, c'est quand même plus facile quand tu as quelqu'un pour t'aider. Le travailler au trépied, c'est quelque chose que j'utilise en système D, en cas de recours, si j'ai personne pour venir avec moi.
C'est vraiment pas ma solution de prédilection, pour la bonne et simple raison que je travaille beaucoup avec du mouvement sur mes photos. Et qui dit mouvement, ça veut dire qu'on veut... Enfin, moi, j'aime bien avoir la robe qui tombe parfaitement, les cheveux qui sont qui donnent le bon mouvement, celui qui va apporter le plus d'impact en fait pour le spectateur de la photo, enfin la personne qui regarde. Et donc le problème de shooter au trépied, c'est je vais travailler en mode intervalle. Donc oui, avec la télécommande, enfin en tout cas la caméra Connect, puisque vraiment cette application, elle permet de connecter. C'est une application Canon qui permet de se connecter directement avec son appareil photo. Donc je vais pouvoir faire le focus sur moi. Donc ça, c'est génial. Par contre, je suis obligée de travailler en intervalle. Et ça veut dire que comme l'appareil déclenche après un certain nombre de temps, c'est pas une rafale. Et moi, je n'arrive à capturer le mouvement que je veux que si j'ai une rafale. D'accord. Souvent. Après, bien sûr que j'ai des photos qui peuvent être plus statiques, où je vais prendre une pause et pas bouger, mais c'est quand même rare sur mon compte. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle c'est pas le plus pratique. Et la deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de contenu vidéo. Moi, je fais beaucoup de contenu vidéo. J'y suis arrivée parce que, pareil, j'y connaissais rien avant, mais j'ai dû y arriver à cause de TikTok et des Reels qui sont arrivés sur Instagram. C'est intéressant, tu as dit à cause. Oui. Oui, parce qu'à la base, j'étais très réticente. Ouais. Okay. Moi, je suis arrivée sur Instagram avec la photo. Enfin, je veux dire, c'est la photo et Instagram. J'ai développé les deux en même temps. En vidéo, j'y connaissais rien. Et ça peut sembler très facile en fait de dire mais attendez, enfin t'as la vidéo sur le téléphone, c'est bon, tu peux faire une vidéo. Mais en fait, une bonne vidéo, c'est pas n'importe quoi. Enfin, et j'ai dû apprendre à faire des bonnes vidéos. Et même aujourd'hui, je me dis à chaque fois que je vois ce que postent d'autres personnes, je dis non, tu fais pas assez bien, il faut faire comme ci, comme ça. Il faut être très très stable pour faire des bonnes vidéos. Et enfin, que ça va être si par exemple si c'est pas moi qui prends la vidéo, enfin si c'est moi qui prends la vidéo, il faut avoir une certaine stabilité, il faut une souplesse, il faut être fluide et c'est pas facile. Et aussi moi, si je veux du mouvement, ça va pas forcément être une vidéo fixe, statique dans la mesure où le cadre ne bouge pas, mais c'est moi qui évolue dans le cadre. Les vidéos, ça peut être utile sur certains types de contenus, mais sur d'autres types de contenus, il faut bouger. Il faut que la vidéo me suive, par exemple, ou me regarde, enfin me capture et ensuite aille plus loin pour aller voir un panorama. Et ça, c'est impossible à faire avec un trépied, de mettre le téléphone sur le trépied. Ça ne marche pas, en fait. Complètement. Enfin, du coup, ça ne devient pas du tout dynamique, c'est pas du tout le même type de contenu. Donc, c'est pas le même type de contenu et donc, c'est pas ce que je préfère. Et alors maintenant, du coup, je fais une petite parenthèse, mais comme tu as dit, à cause de TikTok, etc., la vidéo est entrée dans le jeu. Aujourd'hui, tu as changé d'avis sur la vidéo ? Ça te plaît d'en faire ? Non, je ne suis pas obligée d'en faire, j'en fais avec plaisir maintenant. Et en fait, surtout l'année dernière, il y a eu en milieu d'année, on va dire vers l'été, moi j'ai vraiment vu une baisse dans la visibilité de mon contenu photo. Ouais. Et Instagram l'avait d'ailleurs, enfin les patrons d'Instagram, ils avaient affirmé leur volonté ils ont dit Instagram, ça sera plus une application photo, ça sera une application vidéo. Il est revenu dessus il y a quelques mois. Il est revenu dessus, oui. Et en effet, je l'ai vu aussi. Mais en tout cas, l'année dernière, c'était le mot d'ordre. Oui. Du coup, j'étais obligée de faire des vidéos. Donc, la pratique amenant on apprend en pratiquant. Donc, j'ai dû faire de plus en plus de vidéos. Et donc, j'ai appris en pratiquant et en regardant ce qui se faisait autour de moi à faire de plus en plus de vidéos. Et donc, j'ai complètement switché. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je postais plus de photos. Alors, je prenais toujours des photos puisque pour un Reels, par exemple, un Reel singulier, la photo vient en cover, en couverture. Oui. Donc, il faut quand même une photo. Et donc, j'ai toujours continué à faire des photos. Par contre, j'ai arrêté de poster des photos fixe, j'avais des photos en couverture de Reel, mais j'avais plus de photos dans mon feed en tant que tel. Et j'y suis revenue petit à petit fin d'année dernière, début de cette année. Et aujourd'hui, je reposte plus de photos que je ne le faisais l'année dernière, on va dire entre l'été et la fin d'année. À ton avis, pourquoi ils ont changé d'avis comme ça ? Enfin, alors, ils ne sont pas revenus complètement à la photo. Maintenant, ça a l'air d'être un mix un peu plus intelligent. Ouais.
J'arrive pas, je te pose la question, je n'ai pas la réponse. J'ai plusieurs... il y a une hypothèse où je me dis, ils se sont rendus compte que de toute manière, ils ne pouvaient pas concurrencer TikTok et qu'il fallait juste qu'ils reviennent un peu plus sur leur base. Et des choses qui marchent bien en fait. La photo, ça reste quand même un média extrêmement intéressant à travailler, pour communiquer, et on communique pas la même chose avec une photo qu'avec une vidéo. Oui. Et moi, aujourd'hui, j'aime beaucoup les deux. Alors, j'estime que je suis meilleure en photo qu'en vidéo, ça c'est clair, et que j'ai toujours beaucoup à apprendre. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête pour des gens qui sont sur les réseaux sociaux, c'est qu'il faut toujours apprendre les choses nouvelles, regarder ce qui se fait sur les tendances et pas se braquer. Ouais, voilà. Oui. En tout cas, il faut savoir évoluer avec son temps. Enfin, avec son temps, en tout cas, avec l'évolution de ce qui se passe sur le réseau en lui-même, parce que sinon, on est largué, quoi. Il faut dire aussi que c'est des plateformes qui sont gratuites. Donc, à partir du moment où on se dit, bon, allez, je crée du contenu pour ces plateformes et je me lance dedans, il faut garder à l'esprit d'être malléable et d'être ouvert aux évolutions de cette plateforme. De toute façon, on dépend d'un algorithme. Alors, à partir du moment où on ne fait pas ce que l'algorithme demande, on prend cher. Ouais, effectivement. Ouais. Ceci dit, aujourd'hui, moi, j'ai des amis qui faisaient, chez qui la photo était la chose principale qu'ils mettaient en avant. Je pense beaucoup à des gens qui font soit de la food, donc des photos de restaurants, soit des recettes où ils vont prendre une belle photo de leur recette finie. Et ils vont donner le pas à pas de la recette, les ingrédients et tout ça dans la description de la photo. Et d'autres amis qui font du paysage. Donc, ça va être soit des belles photos de Paris, soit des belles photos de nature, de Paris ou d'autres destinations, des monuments, des rues, des beaux paysages, de la nature. Et il y a des gens qui ont toujours continué là-dedans et qui n'ont pas souffert. Mais moi, je l'ai vraiment ressenti dans le domaine dans lequel j'étais, donc dans la catégorie plutôt voyage, où en fait la vidéo devenait vraiment nécessaire parce que j'avais un désavantage à ne pas l'utiliser par rapport aux autres créateurs de contenu dans ce milieu-là. Oui, je vois. Ouais. Et d'ailleurs, ça m'y refait penser à un moment donné, quand tu parlais du commencement, quand tu as commencé à développer ton compte Instagram, il y a quelque chose que tu as vite remarqué, c'est que les posts où tu étais dessus marchaient mieux que les posts où tu n'étais pas dessus. À ton avis, c'est dû à quoi ? Est-ce que c'est l'ADN d'Instagram d'être comme ça ? C'est un blog. En fait, finalement, est-ce que c'est pas un blog personnel Instagram qui explique que quand il y a la personne par laquelle on s'est abonné qui nous intéresse, finalement, c'est plutôt logique que les posts avec la personne dessus marchent mieux. Ouais. Alors, oui et non, je pense que ça dépend dans la niche dans laquelle on est et de ce qu'on a commencé. Enfin, la niche dans laquelle on est définie par nos passions et par ce qu'on poste et d'autres. Donc, si quelqu'un n'a jamais posté sa tête et qui propose de la photo de recettes et que d'un seul coup, elle va mettre un selfie, les gens, ils vont pas comprendre. Déjà, ils vont pas faire le lien entre les deux. Que cette personne, c'est ça. Donc, ça dépend de ce qu'on propose en fait sur la plateforme. Donc, ça, c'est une première chose. Ça peut être source de confusion. Voilà, de confusion en fait par rapport à ce qu'on poste. Ou alors, les gens... Je connais des gens qui sont vraiment dédiés 100% de la photographie, de paysage ou de Paris ou de recettes et qui ne vont pas avoir de valeur ajoutée à mettre leur visage ou à se montrer sur leur compte ou soit qu'ils ne vont pas avoir le besoin ou soit parce qu'ils ne veulent pas, parce que c'est pas ça qu'ils veulent mettre en avant ou ils ne veulent pas se montrer pour des raisons de discrétion, pour plein de raisons ou parce qu'ils sont plutôt introvertis, ou qu'ils ne veulent pas se mettre en avant et ça, chacun son choix. Mais c'est vrai qu'en général, je connais beaucoup de personnes qui, quand ils mettent des photos d'eux, même s'ils n'en mettent pas souvent, ça marche mieux parce que finalement, comme tu le disais, on suit un compte non seulement pour le contenu, mais aussi pour la personne parce qu'on aime la manière dont cette personne nous partage un endroit, une chose, un service, une passion. Et donc, on n'aime pas juste
la chose que la personne partage, on aime la manière dont cette personne partage cette chose. Sa personnalité. Voilà, sa personnalité, pourquoi elle en est arrivée là, ce qu'elle en fait, sa manière de voir les choses, sa perspective, son expérience, son expertise. Et donc, c'est pour ça qu'on en vient à s'attacher non seulement à ce que partage cette personne, mais aussi à qui elle est. Donc, c'est, je pense, la raison pour laquelle... ce qui se passait un petit peu pour moi, en tout cas, là-dessus. C'est chouette de découvrir ça, quelque part. Moi, je t'en parle parce que je te pose la question, parce que moi, par exemple, mon compte Instagram, je photographie des modèles. Mes sujets, c'est des modèles. Donc, on me voit peu. Et à chaque fois que je me mets en scène, pas du tout, mais à chaque fois que je publie soit une photo de moi en story ou très rarement en publication, eh bien, ça marche mieux. Donc, je ne sais pas comment l'analyser, ça, du tout, mais je l'ai remarqué. Effectivement, comme tu le dis, ça dépend vraiment des comptes, ça dépend des lignes éditoriales, ça dépend de chacun. Mais moi, je l'ai remarqué. Je ne sais toujours pas quoi en faire, mais c'est plutôt rigolo de le découvrir, en fait. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais ça fait plaisir. Mais du coup, ce n'est pas la ligne éditoriale, donc c'est quand même, ça pose des questions. Voilà, c'est pour ça que je posais. Je suis en train de me dire que je n'ai pas répondu à ta question sur pourquoi je travaille avec Canon tout à l'heure. Et j'allais y revenir. Parce que j'ai quand même mes petites notes devant moi pour ne pas perdre le fil. Mais c'est marrant parce qu'on a fait des allers-retours entre... Je me suis fait un plan de podcast avec des thèmes et on a fait des allers-retours. C'était assez drôle. Mais ton partenariat avec Canon, donc c'est... quelle est la nature de ton partenariat avec Canon? C'était plutôt ça ma question. Je vais peut-être expliquer pourquoi je suis venue ici. Donc j'ai la chance d'avoir été invitée par Panajou, donc le magasin Panajou, et donc le commercial Canon qui s'occupe de votre point de vente, pour venir faire un atelier photo ici au nom de Canon. Donc j'en suis ravie. Déjà, je trouve ça génial. Et alors, comment c'en arrivé là? J'ai commencé à travailler avec Canon sur une petite opération promotionnelle l'année dernière, donc sur un produit qui n'était pas vraiment d'appareil photo, c'était le PowerShot Zoom. D'accord. Donc c'est c'est un compact grand public, ça, non? Non, alors c'est un petit appareil qui permet de zoomer, de faire vraiment des zooms assez puissants, donc en x100, x400. Sur de la photo et de la vidéo. C'est un tout petit appareil, un petit dispositif qui tient dans la paume de la main. D'accord. Et c'est très sympa pour ceux qui veulent, par exemple, faire du repérage animalier, ce genre de choses, parce que ça permet vraiment de zoomer beaucoup plus loin qu'un téléphone, par exemple. Et c'est beaucoup plus léger qu'un appareil photo si on est quelqu'un qui est débutant ou si on veut y aller avec des enfants et qui ne peuvent pas porter un appareil photo très lourd avec un objectif très très lourd pour lui montrer, regarde, là-bas, il y a un oiseau dans l'arbre. Voilà. Je l'ai loupé, ce produit, d'accord. Okay. Donc j'ai rencontré via le biais d'une agence, donc j'ai participé à une petite opération promotionnelle autour de ce produit-là avec Canon, ce qui m'a permis de rencontrer certaines personnes du marketing de chez Canon. Et à l'époque, j'avais envie de m'acheter le R6. Donc, disons que sur le groupe qui était là, j'étais l'une des rares personnes qui était vraiment photographe, c'est-à-dire qui ne prenait pas des photos avec son téléphone portable sur le groupe qui était là ce jour-là. Et donc moi j'ai commencé tout de suite à parler produits avec les gens du market de chez Canon, donc ça a été un échange forcément assez enrichissant pour moi, quoi. Et donc j'ai émis cette volonté d'acheter le R6, donc c'est comme ça qu'ensuite on s'est recontacté parce que j'ai demandé un peu plus de conseils autour de l'achat de cet appareil photo que j'ai acheté par la suite. Et ensuite je suis allée au Salon de la photo à Paris. Et ça m'a permis de rencontrer plus de gens de l'équipe marketing de Canon et d'échanger et de leur redire « Coucou, c'est moi, voilà mon compte Instagram ». Voilà, ne sachant pas ce que ça allait... pas forcément dans un optique stratégique, mais en tout cas, moi, ça me faisait plaisir de pouvoir rencontrer l'équipe Canon, sachant que, comme je disais, moi, je suis un bébé Canon. J'ai vraiment utilisé des Canon en photo toute mon expérience depuis le début, photographique, Canon, voilà. Oui. Et j'ai eu l'immense plaisir d'avoir un appel du marketing Canon en début d'année pour me dire, voilà, on va lancer un nouvel appareil photo
top secret, on ne peut pas te dire tout de suite, mais on va lancer un nouvel appareil photo avec comme cible les créateurs de contenu. Et comme tu es créatrice de contenu et qu'on aime bien ce que tu fais, on voudrait que tu sois notre partenaire et que tu nous crées notre vidéo officielle de lancement France pour cet appareil. C'est celle que j'ai vue sur YouTube? Exactement, le ouais. R50. Donc le Canon R50. Désolé, je t'ai Ah non, spoilé le aucun truc. Aucun problème. Et alors là, mais moi j'en revenais pas, quoi. Ah bah, enfin, tu m'étonnes. c'est tellement une reconnaissance, une chance, une opportunité. Enfin, j'avais des étoiles plein les yeux. Je m'en suis pas remise pendant plusieurs jours. Je me dis, mais c'est pas possible. Canon veut que je leur fasse une vidéo de lancement de produit. Enfin, vidéo officielle, c'est même ouais, pas, ouais, voilà. même pas ouais. créer ton contenu pour ta chaîne. C'était voilà, génial. Ils m'ont vraiment demandé de leur créer du contenu pour eux, donc de leur faire une vidéo YouTube, sachant que moi à la base je suis pas du tout youtubeuse, donc j'ai dû faire appel à un vidéaste pour m'aider à filmer. Donc c'est pas du tout mon format classique. Moi je fais de la vidéo en format vertical qui dure 15 secondes, voire maximum 20 secondes pour parler d'un sujet. Donc quel qu'il soit. Mais là, on me demandait une vidéo détaillée de présentation, d'introduction pour un produit, d'être pédagogue pour expliquer comment on utilise ce produit à un public sur un format vertical YouTube de plusieurs minutes. Et tu l'as fait très bien. Et j'espère très bien. En tout cas, j'ai relevé le défi et ça a été ma plus belle expérience de cette année, ça c'est clair. Tu m'étonnes. Et alors du coup, donc demain, ça ne veut rien dire pour les auditeurs et les auditrices, mais demain, tu vas faire donc le workshop pour Canon. Pour présenter ce R50 ou c'est pas du tout l'objectif? Alors, on va pas parler spécialement que du R50. Donc là, l'objectif de ce workshop qu'on va faire avec Panajou demain, c'est vraiment de partager, on va dire, mon expérience de créateur de contenu ou mon quotidien de créateur de contenu, il s'avère que j'utilise les produits Canon, donc ça tombe bien. Donc je suis là accompagnée d'ailleurs par des gens par Jackie du marketing de Canon qui va expliquer lui la partie technique des produits. Mais en fait, on va emmener les clients de Panajou qui seront là demain dans une masterclass en live où on va pouvoir tester les produits de Canon en live sur alors moi ce que j'appelle une mission de création de contenu, parce que moi je pars en mission quand je vais créer du contenu, mais sur vraiment en gros un ma vie de créateur de contenu qui utilise le matériel Canon. En gros, voilà, ça va être ça. Et ton expertise, justement, de création de contenu. Voilà, donc moi, j'adore partager. Je crois que c'est un mot qui revient beaucoup dans mon discours, mais c'est vraiment ça. J'adore rencontrer des gens que je ne connais pas. J'adore partager mon quotidien. J'aime beaucoup débusquer tous les mythes qu'on peut avoir et les préjugés qu'on peut avoir par rapport aux créateurs de contenu. D'ailleurs, je me mets en avant en tant que créatrice de contenu et pas influenceuse, parce que pour moi, c'est deux choses différentes. J'aime bien expliquer c'est quoi mon métier au quotidien. Et parce qu'aujourd'hui, c'est mon métier. C'est vrai qu'on n'a pas refait. J'ai pas terminé mon histoire, mais au final, je me suis rendu compte que finalement, le truc que je cherchais à faire, qui devait être mon métier, ça m'est un peu tombé dessus. Puisque j'ai arrêté de chercher une autre activité professionnelle et c'est devenu mon activité professionnelle principale entre la création de contenu pour moi, la création de contenu pour des marques et la photographie pour des particuliers. Et le blogging aussi avec le partage de conseils de voyage et tout ça, puisque je travaille avec des offices du tourisme, voilà. Et c'est une activité à part entière, c'est un métier à part entière, ça demande énormément de travail. Moi, je n'arrête jamais de travailler, je travaille tous les jours de la semaine. Je commence très très tôt, je termine très tard. Mais c'est un métier de passion. Moi, comme je disais tout à l'heure, je ne reviendrai jamais en arrière. C'est difficile, mais quand on fait quelque chose même si on investit énormément d'heures, quand c'est quelque chose qui nous passionne, c'est pas la même chose, quoi. On compte pas pareil les heures, c'est sûr. Ouais. Très clairement. Et on va revenir un petit peu sur les réseaux sociaux, d'une manière générale, sur plusieurs sujets, notamment
là, tu vois, tu parlais de toute l'évolution que tu as eue sur ta carrière et le fait qu'aujourd'hui, tu crées du contenu, principalement sur Instagram, donc. Mhm. Mais c'est aussi... est-ce que c'est pas... comment dire ? Est-ce que c'est pas gênant de se dire que Instagram, ça peut tout d'un coup s'arrêter pour X raisons? Comment on rebondit quand on a créé son métier, son quotidien autour d'une plateforme? Est-ce que tu t'es déjà posé la question et est-ce que tu as déjà des solutions par rapport à ça? Oui, oui. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, moi, je ne suis pas que sur Instagram. Donc, je suis aussi présente sur la plateforme TikTok, sous le même nom. C'est Limitless Secret aussi. Et j'ai un blog. Et alors, autant qu'on va dire, oui, mais TikTok, c'est aussi une plateforme qui peut aussi se casser la figure demain. Oui. Mais j'ai un blog. Et en fait, mon site Internet, demain, Google ne va pas arrêter. Internet ne va pas arrêter du jour au lendemain, enfin, à moins d'être dans une dictature et qu'on nous coupe Internet. Mais on a la chance, en tout cas en France, de pouvoir communiquer que ce soit sur Internet ou sur un réseau social selon notre bon vouloir, dans la mesure où on n'a pas de propos diffamatoires ou à caractère qui peuvent déranger d'autres personnes. Et donc, c'est important quand on est créateur de contenu, quel que soit le média principal qu'on a, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc, c'est pour ça que c'est bien d'être présent sur plusieurs plateformes. Et c'est aussi important d'avoir quelque chose en propre. Donc moi, par exemple, mon site Internet, il est en propre. Donc j'ai des gens qui sont abonnés à ma newsletter que je n'écris jamais. Je n'ai pas le temps d'écrire une newsletter, mais j'ai des gens qui sont quand même abonnés à moi. Donc j'ai une base de données avec des adresses mail de personnes. Donc si demain, je ne peux plus contacter les gens, mon audience, en tout cas, via un réseau social, je peux décider j'ai une base d'email, en fait, donc je peux les prospecter par email. Mais je pense que oui, en tout cas, j'y pense. Si jamais Instagram se casse la figure, j'ai la chance d'avoir un site Internet aujourd'hui qui marche quand même plutôt bien. J'ai, pour te donner un ordre d'idée, là, je suis à peu près en moyenne à plus de 40 000 connexions par mois. Oui, c'est beaucoup. Sur mon site Internet. Surtout aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, où le trafic des sites Internet a globalement baissé. Mais en tout cas, sur la partie voyage, les gens, ils sont quand même toujours intéressés d'avoir des conseils de voyage pour des destinations. Il y a une plateforme que je n'ai pas citée tout à l'heure dans mes plateformes et sur laquelle je suis aussi présente, c'est Pinterest. Oui, d'accord. Et donc, quand on travaille dans la photo, Pinterest, ça fait beaucoup de sens, même s'ils se sont aussi mis à la vidéo. Mais surtout, quand on a un blog, c'est très, très, très utile pour ramener du trafic sur son site Internet. Et moi, j'ai des articles à moi qui ont explosé en termes de visibilité sur Google parce que j'ai des épingles Pinterest qui ont très, très bien marché. D'accord. On l'oublie un petit peu souvent, Pinterest, c'est assez discret. Ouais. Et pourtant, ça marche très, très bien. Ça marche très, très bien. Il y a beaucoup de gens... Pinterest tout seul ou Pinterest plus un réseau social, c'est pas intéressant. C'est-à-dire que si je repartage des posts, parce que l'intérêt d'une épingle, en fait, c'est de mettre un lien vers le contenu initial de ce qu'on a épinglé. Donc, par exemple, je peux reposter mes posts d'Instagram sur Pinterest en mettant le lien de mon post sur Instagram en disant peut-être que ça va ramener des nouveaux followers sur Instagram ou sur TikTok. Mais ça, en fait, ça marche pas parce que ce type de post n'est pas mis en avant par Pinterest parce qu'il détecte que c'est une URL d'un réseau social concurrent. Par contre, ça, c'est vraiment un truc important à savoir. Par contre, quand on a un site Internet, c'est extrêmement puissant. Donc, tout ce qui rapporte une épingle qui est raccrochée à une URL d'un site Internet personnel ou quel que soit ce qu'on fait, là, il y a du trafic. D'accord. Et il y en a vraiment... moi, c'est... D'ailleurs, il faudrait que je regarde. Non, le numéro 1, c'est trafic quand même de Google et le numéro 2, c'est du trafic qui vient de Pinterest. Ah oui, d'accord. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Parce que si j'ai des épingles qui marchent bien, ça me ramène du trafic. Du coup, comme j'ai plus de trafic, l'algorithme de Google va voir que mon site Internet est plus intéressant. Et donc, en tout cas sur l'article en question. Et donc, il va me remonter en SEO. Donc, tu seras mieux référencé après. Donc je serai mieux référencé sur Google et donc je vais avoir plus de trafic aussi. Donc c'est un cercle vertueux. Voilà. Et donc ça c'est quelque chose qui est très important, c'est de voir aussi la synergie et
on peut envoyer du trafic d'une plateforme à une autre. Donc, sur Instagram, dans mes stories, je vais parler, par exemple, je vais dire, là, il y a des stories que j'ai postées, j'étais à Montmartre il y a quelques jours, j'ai posté quelques photos de Montmartre. J'ai un article sur les plus beaux endroits à prendre en photo à Montmartre. Donc, j'étais devant la Maison Rose, pour ceux qui connaissent, qui est genre le petit restaurant rose tout mignon de Montmartre. Et du coup, j'ai posté cette photo-là et j'ai fait un lien vers mon article de les plus beaux endroits à prendre en photo à Montmartre. Et donc, j'ai des gens qui cliquent de mon Instagram vers mon blog. D'accord. Pareil, dès que j'ai envie d'avoir un peu plus de clients sur mes séances photo, je vais montrer aux gens mon travail photographique que je fais pour des particuliers et en leur disant, voilà, bookez aussi votre photoshoot sur Paris, cliquez sur ce lien et envoyez-moi un message pour avoir plus d'informations sur les tarifs et tout ça. Donc, c'est vraiment... c'est purement de la stratégie, c'est très intéressant. Et c'est très important de voir à quel point tous les réseaux sociaux, finalement, sur lesquels on est, peuvent apporter de la valeur ajoutée et driver du trafic les uns vers les autres, en fait. Et, oui, alors c'est intéressant parce que moi, je me disais aussi... c'est le cas, de toute façon, investir dans un réseau social, c'est beaucoup de temps. Parce que chaque réseau social est quand même très différent. Il y a une audience aussi différente. Je pense notamment à TikTok, Instagram, TikTok. Est-ce que tu produis le même type de contenu entre les deux réseaux ou est-ce que tu es vraiment concentré sur chaque réseau social différemment ? Alors, ça dépend du temps que j'ai. Qui n'est pas extensible. Qui n'est pas extensible. Et comme je te le disais tout à l'heure, je travaille déjà énormément. Donc, par exemple, si je voyage, je vais prendre le temps de poster sur Instagram et je n'aurai absolument pas le temps de poster sur TikTok. Donc ça, c'est un truc, par exemple, ça c'est vraiment comme Instagram est ma plateforme principale. D'accord, c'est pas parce que ça marche pas sur TikTok. Non, c'est juste que j'ai pas le temps en fait, et que comme Instagram c'est ma plateforme qui est avec le plus de succès et qui est ma plateforme d'origine, j'y accorde une importance privilégiée. Donc quand je voyage, comme j'ai vraiment très peu de temps pour moi, donc en fait quand je voyage, à chaque fois que je voyage, je pense création de contenu. Donc je suis toujours en train de prendre des photos et des vidéos dans des endroits que je découvre. Donc je suis, je dors 4 heures par nuit, quoi, sans mentir. Et donc quand on dort 4 heures par nuit, on n'a pas non plus envie d'utiliser l'une de ces 4 heures ou 30 minutes de ces 4 heures pour réfléchir à ce qu'on va poster sur TikTok. Enfin, sur une autre plateforme. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est moi. Mais alors, idéalement, et d'ailleurs, je m'en suis rendu compte, il y a du contenu qui marche sur Instagram qui ne marche absolument pas sur TikTok. Ouais. TikTok, c'est pas trop la plateforme où on veut poster si on veut faire rêver les gens. Il y a beaucoup... Là, t'as tout dit, là. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est pas la plateforme... En tout cas, je vais parler pour moi. Mon contenu... le plus cinématique ne fonctionne absolument pas sur TikTok. D'accord. Ce qui est beau, esthétique, voilà, cherchez le mot exact. C'est ce qu'on appelle tout ce qui va être esthétique. Donc vraiment, la chose... je prends un exemple, ça va être moi dans une belle robe qui marche dans un bel endroit. Bon, ça, sur Instagram, ça peut marcher. Sur TikTok, il y a 90% de chances que ça ne marche pas. En tout cas, pour mon compte, il y a des gens chez qui ça fonctionne. En tout cas, chez moi, j'ai noté que ça ne marchait pas. D'accord. Pareil, il y a un truc que j'ai vu qui ne marchait pas du tout et je ne comprends pas pourquoi. Quand je partage le top 5 de XXX choses à faire ou à voir ou à manger, ça marche bien sur Instagram. Ça ne marche absolument pas sur TikTok. Encore une fois, chez moi. Je ne comprends pas pourquoi. Alors ça, c'est des posts qui font vraiment un bide à chaque fois et je ne comprends pas. Alors qu'à l'inverse, j'ai vu qu'il y a des choses qui marchaient très bien sur TikTok que je ne posterais même pas sur Instagram. Il n'y a pas longtemps, j'étais devant la porte du Petit Palais, du musée du Petit Palais à Paris, qui est genre la porte la plus photogénique de Paris. Elle est magnifique, elle est tout en dorure avec des détails très, très recherchés. Elle est magnifique. Et j'ai juste posté une vidéo fluide, un plan, où on montre mes chaussures qui marchent, donc le sol, et ensuite je monte petit à petit la porte, et j'ai écrit quelque chose genre point of view, donc point de vue, j'arrive devant la porte la plus belle de Paris. Bon, ça a fait quasiment 50 000 vues sur TikTok.
Alors que je suis en basket, on voit mes baskets qui sont les baskets que je mets pour aller faire les photoshoots clients. Donc, c'est pas mes baskets jolies, c'est mes baskets avec lesquelles je peux me rouler dans la boue. C'est les tenues que je porte pour aller faire les photoshoots clients, comme je me mets des fois par terre et tout ça. C'est pas du tout le jour où je suis pas en robe. Hein. Ça, c'est rien à voir avec comment on me voit dans mon truc. Mais bon, voilà, c'est une vidéo qui m'a pris 3 secondes à faire, qui m'a d'ailleurs pris genre 3 secondes à poster, et elle a bien marché. Donc... j'ai l'impression quand même que TikTok, d'une manière générale, c'est très divertissement. Exactement, ouais. C'est beaucoup... Enfin, moi, je suis pas mal de personnes, j'ai des amis à moi qui ont explosé. J'ai une copine à moi qui s'appelle Amanda, qui est américaine et qui parle de la vie... De tous les scams ou les choses que tu vas expérimenter en étant un Américain qui vient, ou un touriste d'ailleurs en général, qui vient à Paris. Et elle a cartonné parce qu'elle a parlé des scams, de tous les scams qu'il y avait entre comment dire, les pétitions, les Roumains qui font les petits trucs avec les petites balles pour trouver la balle, qui est une énorme arnaque, les gens qui vont te faire un petit bracelet au Sacré-Cœur pour que tu leur donnes de l'argent. Enfin, elle a explosé avec ça. Et aujourd'hui, elle a 650 000 followers sur TikTok. Ah ouais. Et quand je l'ai rencontrée il y a 1 an et demi, elle en avait 15 000. Pas 15 followers, 15 000 followers. C'est quand même incompréhensible. Ouais, j'ai du mal à le comprendre, ce réseau social. Et dans son contenu, au quotidien, elle fait plusieurs TikTok par jour et elle est face caméra, elle est en train de marcher, en train de manger, en train de mettre son déodorant, et elle parle de sa vie, des trucs qu'elle a expérimentés, de pourquoi ça l'a choquée ou surprise ou agréablement surprise en tant qu'Américaine, de son expérience avec les Français, de son expérience avec Paris, ou après des autres choses, puisque bien sûr les gens commencent à la suivre, non pas juste pour Paris, mais aussi pour elle en tant que personne, quoi. D'ailleurs, c'est pas du divertissement. Là, je disais tout à l'heure, il y a que le divertissement qui marche. Là, c'est plutôt. C'est informatif, mais en même temps, quand elle raconte une histoire, en fait, elle va dire oui, la dernière fois que je suis allée à cet endroit-là, il s'est passé ça. Il y a tel mec qui m'a poursuivi dans la rue, donc je vous dis, en fait, elle raconte une histoire, donc c'est du divertissement informatif. Ouais, je vois. Ouais. Ok. J'avais une question aussi que je pose assez souvent dans ce podcast, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est le risque de santé mentale par rapport à Instagram. On peut dire les réseaux sociaux d'une manière générale, hein, d'ailleurs, Instagram, on tape dessus facilement, mais c'est pas le seul. Comment tu le perçois? Donc, quand j'exprime le risque de santé mentale, c'est par rapport à l'ultra-concurrence, l'effet de comparaison, le fait qu'on soit énormément dessus aussi, très présent, qui peut être compliqué parce que parfois on y met tellement de temps et tellement de réflexion que parfois même quand on ne l'utilise pas, c'est dans notre tête de manière continue et c'est très compliqué à gérer. Parfois les gens même autour de nous ne comprennent pas forcément, si on n'est pas avec des personnes qui sont dans ce milieu-là, c'est très compliqué à expliquer. Comment tu le vis toi et qu'est-ce que tu en penses de ce sujet ? Alors pour ceux qui me voient, enfin vous me voyez pas, hein, mais je suis en train de faire des grands hochements de tête en disant oui, c'est vrai, tout ça c'est vrai. Oui, enfin déjà j'approuve. C'est vraiment des choses que je vis moi au quotidien et que je connais que mes confrères et consoeurs, autres créateurs de contenu vivent, quel que soit le domaine dans lequel ils travaillent, hein, que ce soit dans le voyage, dans la mode, dans la cuisine, dans les paysages. Donc t'en as évoqué plusieurs. Donc la comparaison. Oui. La comparaison, c'est extrêmement difficile. Donc c'est un métier, c'est un média qui demande d'être créatif. Et donc c'est un média aussi où on n'est pas tout seul, c'est-à-dire que on est plusieurs sur cette scène-là. Donc forcément, enfin dans tout métier d'ailleurs, on va regarder ce que fait la concurrence. Et donc il y a des personnes pour qui ça marche très bien et d'autres personnes pour qui ça marche très mal, mais on a tendance à se comparer à ceux pour qui ça marche très très bien. Tout logique. Voilà. Donc ça peut être assez difficile à vivre, hein. Donc je parlais par exemple au tout début de notre conversation, j'expliquais qu'il m'a fallu quasiment 2 ans pour atteindre 10 000 followers, sachant que j'avais autour de moi des gens qui l'ont atteint le même niveau en 1 an.
Oui. Et donc, quand pour nous, ça galère, ça rame, ça ne veut pas monter, c'est très difficile parce que des fois, alors, bien sûr, il y a des gens qui sont super doués, où on le voit tout de suite, on se dit, bah oui, mais enfin, son travail, il est tellement magnifique. Voilà, donc là, ça va plutôt être de la remise en question pour se dire, oh là là, mais comment je vais faire pour être aussi bien que telle personne qui fait un boulot super. Donc là, il n'y a que la pratique, travailler, l'expérience, se perfectionner, passer du temps pour s'améliorer. Et ça, c'est une grosse partie du travail quand on fait de la création de contenu au quotidien. C'est toujours s'améliorer. Et donc là, on dérive sur Passer du temps. Passer du temps et surtout le risque de burn-out, en fait, Oui, parce oui. qu'on en demande toujours plus. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est la comparaison. Donc oui, c'est sûr qu'on se dit, bah oui, mais lui, il est tellement bon, je ne peux pas me comparer à lui. Mais des fois, il y a des personnes qui vont faire un travail qu'on ne va pas juger de notre point de vue qualitatif ou à valeur ajoutée et qui vont super cartonner. Et là, du coup, on va dire, oui, mais c'est pas juste. Et là, on arrive sur le problème, ou en tout cas l'histoire de l'algorithme. C'est que malheureusement, quand on est sur une application, on dépend d'un algorithme. Et que les règles de l'algorithme sont très obscures, pour ne pas dire complètement... c'est opaque. Voilà, personne ne les connaît, personne ne connaît l'algorithme d'Instagram. Et une chose qui va très bien marcher pour quelqu'un ne va pas forcément marcher pour nous, parce qu'on a un compte différent, parce qu'on a une audience différente, parce que... pour plein de raisons, parce qu'on est une personne différente. Et donc, la comparaison est très, très difficile. Donc, alors, y aller dire un truc que souvent, on va dire, oui, mais compare-toi, toi, par rapport à avant. Et en fait, le problème avec l'algorithme, c'est qu'on peut produire du contenu de meilleure qualité qu'avant. Si l'algorithme il a décidé de ne pas montrer notre travail, on peut avoir des résultats qui vont être divisés par 2 par rapport à ce qu'on faisait avant, alors que maintenant, c'est une meilleure qualité. Donc, c'est très difficile. Donc, pour ça, je pense que le plus simple, c'est malheureusement pas d'en discuter avec les gens de notre entourage qui n'y connaissent rien, qui ne sont pas sur les réseaux, parce que je pense qu'ils ne vont pas comprendre. C'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, il y a beaucoup... Si on ne travaille pas sur les réseaux sociaux, on ne va pas comprendre l'attachement que va avoir une personne à passer du temps et vouloir se développer là-dessus. Et on ne va pas, surtout ne pas comprendre à quel point ça peut la détruire. Le nombre de fois où moi j'ai pleuré comme une madeleine, avoir envie de lancer mon téléphone par la fenêtre en me disant mais... J'allais dire un gros, mais en me disant mais j'ai passé tellement de temps à créer ce contenu, cette image, cette vidéo pour rien. Et j'estime que c'est beau et ça n'est pas montré. Et là, c'est vraiment des trucs, on a envie de se taper la tête contre les murs. Et j'ai eu énormément, et moi, si tu l'as vécu, j'ai eu énormément de moments où je me retrouvais à pleurer et où j'ai aussi pleurer ou à être en rage ou à être frustrée ou tout ce qu'on veut ou à se remettre en question, à se dire mais je vais jamais y arriver. Et j'ai des amis qui ont vécu exactement la même chose. Et donc, c'est en parler avec des gens qui ne sont pas dans ce milieu-là, en général, n'aident pas parce qu'en fait, ils ne comprennent pas. Oui. Donc, ils ne vont pas avoir les bons mots pour nous remonter le moral. Voilà, j'ai conforté, mais oui. Ouais, voilà. Alors que quelqu'un qui est là-dedans, qui a vécu un moment comme ça, il y a une semaine, il y a 10 jours, il y a un mois ou la veille, il va avoir ça va être plus facile en fait pour trouver les mots pour nous consoler, en tout cas pour nous réconforter, pour nous aider à aller de l'avant. Et c'est pour ça que la communauté sur les réseaux sociaux, c'est très important. Donc c'est important d'avoir des followers, mais c'est aussi surtout important d'avoir des gens avec lesquels on échange, des gens qui font la même chose que nous, dans le même domaine que nous ou pas. Donc ça peut être aussi des blogueurs qui vont faire une thématique qui va être différente de la mienne, mais au moins le fait de travailler sur la plateforme, on va pouvoir se dire non mais attends, moi j'ai eu ça, se donner des conseils, que ce soit des conseils techniques ou stratégiques, ou techniques sur la photo, la vidéo, stratégiques sur la stratégie de post et tout ça, ou des conseils de santé mentale pour nous dire non mais attends, regarde, moi je suis passée par là il y a 3 mois, il y a 3 semaines, il y a 3 jours, regarde mon post d'aujourd'hui, ça fait 3 semaines que c'est tout pourri, mais regarde aujourd'hui j'ai un post qui cartonne, donc c'est pas parce que ça a été tout pourri pendant 3 semaines que ça sera tout pourri toute ta vie. Ces personnes-là vont être mieux à même de comprendre notre mal-être, notre tristesse, notre frustration, notre colère, et surtout
trouver les meilleurs mots pour nous rebooster et pour continuer. Et je sais que j'ai une de mes amies qui a été très souvent sujette à ça. Il y a plein de fois où elle voulait jeter l'éponge et arrêter et tout. Et elle a 225 000 followers aujourd'hui. Et ça marche très bien pour elle. Et voilà. Et donc elle a bien fait de continuer. Elle a bien fait de continuer. Mais il y a beaucoup, beaucoup de remises en question de par effectivement la comparaison et en fait, comme je disais, il y a deux choses. Il y a la qualité du travail. Bon, là, effectivement, si on n'est pas assez bon, il faut qu'on s'améliore. Et c'est en travaillant qu'on va s'améliorer. Ou alors se dire, peut-être c'est pas pour moi. Et voilà, chacun son chemin avec les réseaux sociaux. Ou alors, ça va être de se dire, il y a un algorithme, il faut faire avec. Pour l'instant, il ne m'aime pas. Et je vais essayer de continuer à faire du contenu de mieux en mieux pour que l'algorithme ou mon audience, en tout cas, me remette en avant. Et donc là, on arrive dans le deuxième déviant, c'est-à-dire travailler énormément, ne penser qu'à ça toute la journée. Oui, alors moi, j'avoue, je suis sur mon téléphone toute la journée, je pense Instagram le matin, le midi, le soir en me couchant et en dormant. Je n'ai pas de week-end, je ne m'arrête extrêmement rarement. Voilà, pour ne pas dire jamais. Et là, malheureusement, il y a beaucoup de créateurs de contenu, quelle que soit la plateforme, qui font des burn-out. Donc, c'est important de s'accorder des pauses quand on sent que c'est nécessaire. Je crois qu'il y a des youtubeurs très célèbres il y a quelques semaines qui ont annoncé qu'ils y allaient arrêter leur compte YouTube parce qu'ils ne s'en pouvaient plus. Ouais. Parce qu'ils n'en pouvaient plus en fait. Et moi j'ai d'autres amis qui sont aussi youtubeurs qui viennent de passer 1 million, qui font des vidéos plutôt des cascades et des trucs comme ça. Et en fait, c'est un couple. Et la nana, elle me dit, mais en fait, ça fait 5 ans qu'on n'arrête pas. On est... c'est ça, on dort quasiment pas la nuit, on est toujours à fond, il faut toujours trouver des nouvelles idées. Il y a plein de... on commence à en parler maintenant. Donc les gens partagent le fait qu'effectivement il y a des fois il faut s'accorder du temps. Alors moi je suis la pire pour donner ce genre de conseils parce que je sais pas les appliquer pour moi. Mais ça va, pour l'instant je survis. J'espère. Mais tu vois, paradoxalement, je disais en préambule que quand t'es pas entouré de gens qui sont pas dans le milieu, c'est très compliqué d'être compris. Juste ça, être compris, c'est hyper important. Mais par contre, pour l'aspect essayer de prendre du recul, de la distance par rapport aux réseaux sociaux, parce qu'on en a besoin pour une période, pour se reposer. Ouais. Là, paradoxalement, c'est bien d'avoir un entourage qui navigue pas du tout dans cette sphère. Ouais. Et tu vois, c'est le cas, par exemple, j'ai deux amis avec qui je suis très proche, qui sont pas du tout là-dedans. Et je sais que quand je suis avec eux, c'est une vraie coupure et ça fait vraiment beaucoup de bien, par contre, pour le coup. Ouais. Donc c'est très paradoxal, ça. Oui. Et je pense qu'il y a des choses qui vont aider. Moi, par exemple, j'aime beaucoup... Alors, j'ai plein de choses qui se passent dans ma tête, donc j'essaie de réfléchir exactement à ce que je veux dire. Une chose, par exemple, que les gens vont dire, c'est que oui, tu voyages, mais du coup, si tu crées du contenu tout le temps, tu ne profites pas de la destination. Et en fait, pour moi, c'est pas vrai. Ouais. Déjà, parce que j'adore découvrir des nouveaux endroits et que déjà, tu me mets dans le taxi quand j'arrive dans une nouvelle destination et que je suis dans le taxi qui me mène de l'aéroport à mon hôtel, je suis avec les yeux grands comme ça et que... rien que le fait d'être dans une destination différente, ça m'enrichit, ça me donne de l'énergie, je suis émerveillée et tout. Mais surtout parce que la création de contenu va m'amener à explorer plus d'endroits et surtout les explorer dans les meilleures conditions, puisque moi, j'essaie de faire rêver les gens. Donc forcément, je vais y aller dans des conditions type lever du soleil, où il n'y a personne, où il y a la lumière qui est magnifique. Et il y a... Je pense à des exemples d'expériences que j'ai vécues, notamment une que j'ai vécue au début de mon expérience où je suis allée à Bali en 2018.
parce que j'ai une amie à moi qui est épousée en balinais, donc j'ai été invitée à un mariage balinais. Et donc, j'ai profité de ce voyage. Je suis partie toute seule et je suis restée 3 semaines toute seule. Bon, j'étais jamais toute seule au final, mais enfin, si, il y a des jours où j'étais toute seule, mais quand on voyage seule, c'est là qu'on fait le plus de rencontres. Oui. Et notamment, parce que j'avais déjà mon compte Instagram à l'époque, j'ai une copine qui m'avait mise en relation. Elle m'a dit, tiens, moi, il y a ce gars-là qui est photographe à Bali que je suis, qui me suit. Je vais lui dire que tu viens, je vous mets en relation et tout. Et donc, on a fait un photoshoot, on a fait 2-3 photoshoots pendant mon séjour à Bali avec ce gars. Et on a fait un photoshoot au lever du soleil sur les rizières. Enfin, dans un endroit où il y a des rizières, Tegalalang, ça s'appelle, si je me souviens du nom correctement. Et donc, j'y suis allée au lever du soleil. Lui était déjà allé plusieurs fois avant, donc il savait exactement à quel endroit il fallait passer, à quelle heure il fallait arriver et tout ça. Et donc, il m'a prise en photo, moi, dans les rizières au lever du soleil. Mais là, moi, j'étais... Donc oui, lui, il me prenait en photo derrière, il était derrière moi, moi, j'étais dos à lui, et j'avais devant moi... ces rizières qui sont juste sublimes, avec la lumière du lever du soleil. Il n'y avait personne, il y avait les petits oiseaux, il y avait encore la rosée qui était dans la rizière. Enfin, et cette expérience-là, si je n'avais pas été là-bas pour aller créer, oui, le post Instagram le plus parfait et le plus beau, mais je ne l'aurais pas vécu. Je ne me serais jamais levée. On va dire franchement. Ouais. C'est challengeant en fait. Ouais. Et du coup, la nature, enfin voilà, pourquoi je voulais arriver sur par rapport, on parlait de la santé mentale, il y a des choses qui aident beaucoup pour se ressourcer, en fonction bien sûr de qui on est et de notre personnalité. Mais moi, voyager, ça me ressource, même si ça me fatigue et ça me stresse, mais ça me ressource en même temps. La nature, être dans la nature, il y a des gens, alors moi j'aime bien être au bord de l'eau, j'aime pas spécialement être dans l'eau parce que j'ai un peu peur je suis pas très bonne nageuse et je suis pas très, donc être dans l'eau à nager, c'est pas ça qui va m'apporter quelque chose, mais je connais beaucoup de gens pour qui être dans l'eau, ça va leur apporter quelque chose de très important, qui va les ressourcer et tout ça. Comme tu disais, prendre des pauses, faire des choses, des activités, faire du sport. Moi, j'aime bien faire du sport, danser, chanter. Enfin, en tout cas, faire quelque chose qui va nous faire vibrer et qui va pas forcément être partagé sur les réseaux. Je médite aussi, je fais de la méditation de temps en temps. C'est important d'avoir dans notre journée ou dans notre semaine ces petits moments-là de plaisir. Pareil, moi, aller manger, faire un brunch en plein milieu de la semaine à une heure où il n'y a personne d'autre qui fait des brunchs, donc j'ai le café pour moi toute seule et je ne dois pas faire la queue pendant une heure. Bon, pour ceux qui... J'imagine qu'à Bordeaux, c'est pareil. Les endroits populaires, il y a la queue le week-end. Oh oui. J'ai la chance d'avoir, avec mon activité, de pouvoir organiser mon agenda comme je veux. Et pour moi, même si effectivement, ça va m'arriver quand le plat va arriver, de faire une photo du plat, mais après, pour moi, c'est un plaisir d'être là avec une amie, un ami ou un groupe de copines, de partager ce bon plat, de faire plaisir à mes papis, et c'est quelque chose qui va me ressourcer. Donc je pense que c'est important de déconnecter, soit de faire une longue pause parce qu'on en a besoin, ou soit de s'accorder en tout cas des petits moments de bonheur comme ça dans notre semaine qui vont nous rapporter de la joie, de la paix, de la sérénité, dépenser l'énergie, la mauvaise énergie qu'on a, je pense par exemple avec le sport. Mais en tout cas, c'est des choses qui vont aider pour qu'on continue en fait notre passion au quotidien. Ouais. Et des activités qui ne génèrent pas une création de contenu derrière. Voilà, ouais. Oui, parce que c'est ça souvent qu'on a du mal si je fais de la méditation, quasiment personne sait que je fais de la méditation. Je le montre pas. Enfin, voilà, c'est pour moi, quoi. Tout à fait. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai emprunté un petit appareil photo à Panajou, le Nikon ZFC, pour ceux qui nous écoutent. Et puis, je me suis baladé, j'ai fait des photos avec. Et ça rejoint le fait que c'est pas des photos. Je me suis pas dit, tiens, je vais poster ça sur Instagram. Je vais pas faire ce projet pour Instagram, pour créer un contenu, pour créer une série, etc. C'est juste des photos pour moi. Elles sont sur mon ordi. Ça m'a fait plaisir. Et ça fait vachement de bien. Ouais. C'est bête, hein, mais quand on est photographe, c'est pas forcément pour Instagram. C'est aussi bête que ça, mais c'est bien de le rappeler quand même, parce que Instagram a tellement pris de place, et notamment dans les métiers de l'image, qu'on a parfois un petit peu tendance à l'oublier, je trouve. Ouais. Voilà. Moi, il y a autre chose qui me fait très plaisir aussi, c'est quand... alors, j'aime bien voir des belles images de moi, et parce que vous allez me dire, je dis vous, parce que ça va être tous les gens qui m'écoutent, et dire, tu es beaucoup sur la photo, donc la partie photographique de capture d'image, tu la fais pas tant que ça, puisque même si tu réfléchis,
ta création artistique avant, au final, c'est quelqu'un d'autre qui clique la photo. Mais je fais beaucoup comme je disais, je fais beaucoup de séances photos pour des particuliers. Pour donner un d'autres idées, quand je dis beaucoup, là, je suis bientôt à 200 photoshoots clients. Donc, ça prend quand même une grosse partie de mon activité. J'adore prendre aussi les gens en photo. Et surtout, j'adore les voir heureux quand ils se voient sur les photos en se disant « Mais je suis beau, je suis belle, c'est beau, regarde, on est beau, c'est magnifique. Oh là là !» Et ça, c'est quelque chose qui m'apporte aussi beaucoup de plaisir. Et c'est pas quelque chose que... Enfin, j'ai pas de compte Instagram sur lequel je partage mon travail en tant que photographe. Presque, je préfère avoir mon portfolio sur mon site web parce que ça fait du trafic sur mon site internet. Oui. C'est très stratégique. Donc, je préfère récupérer du trafic sur mon site internet en mettant de temps en temps en story le lien vers mon site internet. Ou alors, on peut me trouver, si on cherche photographe Paris sur Google, on va me trouver. Et donc, c'est des photos que je prends pour d'autres personnes que je ne partage pas spécialement sur les réseaux sociaux. Mais j'adore. Enfin, quand je renvoie aux clients une belle photo. Enfin, je fais notamment des photos en flying dress. Donc, c'est des robes avec très, très, très longues traînes. Et j'ai beaucoup de femmes qui viennent en disant oui, mais alors je suis grosse et puis surtout, il ne faut pas montrer cette partie-là de moi. Ou une fois, j'ai eu une femme qui avait une maladie dégénérative des membres inférieurs. Donc, elle était en fauteuil roulant. Elle pouvait éventuellement se tenir debout pendant quelques minutes, mais après, le reste du temps, elle se déplace en fauteuil roulant. Et donc, on a fait une séance photo en flying dress et la fille, elle était super contente. Enfin, je dis la femme était super contente. Et quand j'envoie les photos aux clientes, parce que là, c'est essentiellement des femmes, quand je leur envoie la photo et qu'elles voient le résultat, elles sont comme des reines, quoi. Et ça me fait vraiment plaisir de voir dans leurs yeux, parce que voir dans leurs yeux, c'est parce que je leur montre à l'écran ce qui s'est passé durant la séance, donc elles voient. Je vois bien sûr pas leurs yeux quand elles reçoivent mes photos retouchées chez elles, mais c'est un immense plaisir aussi pour moi, quoi. Et ça, c'est pas quelque chose que... c'est pas lié à Instagram, ouais, c'est du concret. C'est une autre partie de mon activité que j'aime beaucoup, quoi. Oui, c'est une satisfaction importante. Et là, tu le dois qu'à toi-même, pas à un algorithme, pas... Ouais. Tu vois, c'est important. Et je vois. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Les robes, c'est un truc que je voulais te poser comme question parce que l'écrasante majorité du temps, de ce que j'ai vu de tes posts Instagram, tu es en robe. Ouais. Tu fais vraiment... c'est quelque chose que tu aimes particulièrement. Alors, c'est lié à plusieurs choses. C'est parce qu'en plus, j'ai des robes, mais pas n'importe quelle robe. Enfin, j'ai souvent des robes qui permettent de faire du mouvement. Oui, voilà. Donc, des robes... alors, en anglais, on dit flowy, donc qui volent. Bon, on veut dire un peu comme ça, flottant. Ouais, flotte, ouais, parce que c'est pas voler, c'est pas le même mot en anglais, mais en tout cas, c'est des robes, qui sont plus impressionnantes et impactantes quand elles sont en mouvement. Et oui, pour plusieurs raisons. Donc déjà, la robe ou la jupe c'est très féminin. Donc forcément, on revient sur cette envie de se sentir belle. Après, chacun sa manière de se sentir belle. Bon, moi, c'est vrai que la partie robe de princesse, ça peut faire un peu rêver, même si ça marche beaucoup moins aujourd'hui, ce type de contenu vraiment 100%. Princesse et tout ça. Donc, il y a la partie justement féminine où on va se sentir plus jolie. Donc, ça va être plus sur l'aspect, féminin de la chose. Et il y a l'aspect aussi du mouvement. Comme j'expliquais, on en parlait tout à l'heure, en fait, il y a des photos, surtout quand il y a un personnage dedans, c'est intéressant de voir comment on peut aller capter l'attention. Et donc apporter un mouvement, que ce soit un jeté de robe ou un mouvement dans les cheveux ou une pose qui va être rupturiste et pas genre une pose d'une photo d'une personne lambda, ça va capter plus l'attention que quelque chose qui est statique et plat et pas original, pas rupturiste par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir.
Et après, donc je suis pas la seule à faire ça. Donc ça a été une grosse tendance, notamment sur les comptes de voyage, où il y a beaucoup de femmes. Enfin, voilà, j'ai rien d'original là-dedans. On est très nombreuses à faire du contenu comme de ce type-là, donc avec des belles robes qui volent un peu comme ça au vent dans des destinations. Et voilà, moi ça me plaît. Et j'essaie toujours parce que comme je disais, j'essaie de faire des photos qui font rêver. Donc on peut revenir sur je sais pas, il y en a qui vont dire oui, t'es comme une princesse Disney, Oui, mais voilà, c'est une image un peu qui fait rêver, où on a une personne qui est là avec une belle tenue dans un bel endroit. Et moi, j'essaie toujours aussi d'avoir cette idée de comment je vais associer. Enfin, je réfléchis toujours en amont à la tenue que je vais porter à quel endroit. Enfin, à comment doit être la tenue que je vais porter, sachant tel endroit où je vais faire la photo. Donc quand je voyage, c'est l'endroit qui va déterminer quelle tenue je vais porter. C'est comme ça que je raisonne quand je voyage, puisque je vais aller à un endroit que je sais, par exemple, si je vais dans les 5 terres en Italie, je sais qu'il y a des maisons de toutes les couleurs, mais plutôt à tendance ocre. Donc, je vais me dire, je vais venir avec du jaune, du rouge, ou voilà. Alors que si je vais aller en Grèce, c'est beaucoup du blanc et du bleu. Donc là, je vais plus penser à du bleu ou des couleurs qui vont être en contraste franc avec cet endroit. Mais en tout cas, je réfléchis toujours à quelle tenue... je vais à un endroit, quelle tenue va aller bien dans cet endroit. Alors, à l'inverse, quand je suis à Paris et que j'ai plus le temps de faire la création de contenu, parce que je vis ici, donc je suis là, ça va être plutôt la réflexion inverse. Donc, je vais essayer d'avoir une collaboration avec une marque, où j'ai une marque qui va me contacter pour me proposer une robe. Je vais choisir une robe dans le catalogue sans forcément... Enfin, en me disant, si, j'ai toujours une idée de où est-ce que je vais pouvoir la prendre en photo, mais je vais choisir la robe. Et une fois que je l'ai reçue, je vais me dire à quel endroit je vais aller pour que cette robe soit bien mise en valeur. Voilà, je vais jamais faire une photo d'une tenue dans la rue, dans une rue lambda en fait. Ce que font les blogueuses mode, eux ils vont, ou les créatrices de contenu qui sont dans la mode, eux le numéro 1 c'est la tenue. Donc elles vont chercher la tenue qui va être la plus tendance, et elles vont aller dans un endroit peu importe lequel. Bien sûr, c'est sûr que s'il y a la Tour Eiffel derrière, ça peut peut-être un peu mieux marcher en fonction de son audience, parce que forcément, les Parisiens, la Tour Eiffel, ils en ont rien à faire. Mais c'est la tenue numéro 1, et à la limite, le background, l'arrière-plan, on s'en fiche. Alors que moi, il y a toujours cette idée d'avoir l'arrière-plan qui est important, puisque je suis toujours en train de donner des conseils sur Paris, ou des conseils sur une destination de voyage, ou de faire rêver pour inciter les gens à partir dans telle destination, ou à inciter les gens à venir visiter tel endroit à Paris. Et effectivement, quand on voit tes photos, quand on regarde le cadre et la composition générale, le lieu prend une place prédominante. Toi, presque, on te voit en petite. En fonction, ça dépend évidemment, du contenu. Des fois, je suis un peu plus grande, mais... Mais le lieu, en tout cas, est extrêmement important. Ouais, tout à fait. Et du coup, c'est quelque chose que tu répercutes avec tes clientes, puisque de ce que j'ai vu sur ton site internet, dans ton portfolio, c'est souvent des femmes en robe aussi. Donc, elles viennent te voir aussi pour ça, j'imagine. Alors, oui, c'est sûr que comme mon audience, c'est quasiment que des gens qui me suivent sur Instagram. Enfin, pardon, mon audience, c'est des gens qui me suivent sur Instagram. Je me répète. Mes clients de photoshoot, c'est énormément des followers. Donc forcément, c'est des gens qui connaissent mon travail et qui sont inspirés, ou qui en tout cas qui ont envie d'avoir des photos, des belles photos d'elles dans ce type d'endroit. Donc ça, c'est une première chose. Donc forcément, elles sont un peu influencées par mon travail, donc elles ont aussi envie de reproduire quelque chose comme ça. Et la deuxième chose, c'est que les gens, quand ils viennent... Alors la séance photo, c'est un truc qu'on ne fait pas du tout en France, et d'ailleurs en Europe, on ne fait pas trop ça. En gros, en France, on fait des séances photo quand on a une naissance et un mariage, quoi. Enfin, point à la ligne. À la limite, la photo de Noël pour la famille, pour envoyer les cartes postales aux grands-parents, mais ça s'arrête là. Alors que les étrangers, notamment les Américains, mais les Asiatiques font beaucoup ça aussi, et les Sud-Américains aussi, c'est qu'ils vont voyager dans une destination et ils veulent repartir avec des beaux souvenirs d'eux dans cette destination. Donc, il y a beaucoup de gens qui réservent des séances photos
pour partir avec des belles images qu'ils vont après montrer sur leurs réseaux sociaux ou montrer à leur famille ou faire encadrer chez eux. Voilà. Et donc, forcément, si on part de ce principe-là, que c'est des photos qu'ils vont garder sur des souvenirs, ils vont venir avec des belles tenues. Oui. Ils ont envie d'être beaux, donc ils vont venir. Donc les femmes, elles vont venir avec une tenue dans laquelle elles se sentent belles et féminines, et les hommes, ils vont venir avec des costumes ou des beaux pantalons et des belles chemises ou un style sportswear, si le style sportswear, c'est le style de la personne qui... Oui, tu fermes pas du tout les clients. Ah non, pas du tout. Oui, non, d'accord. Moi, je m'adapte à la demande du client. D'accord. Après, c'est un peu un cercle vicieux ou vertueux, c'est-à-dire que comme on voit qu'un type de contenu sur mon site, les gens qui vont voir ce type de contenu, s'ils veulent un contenu un peu différent, ils vont se dire non, elle fait pas ça, donc je vais aller chercher un photographe qui fait un contenu qui ressemble plus à ce que je fais, à ce que je veux. Donc c'est Quand tu veux changer d'ailleurs de ligne éditoriale un peu, tu es obligé de travailler gratuitement pour faire des séances inspiration par exemple. Ouais, il faudrait. Mais c'est compliqué, c'est toujours compliqué de se sortir de... Enfin, c'est pas ton cas plus que... Non, en fait, aujourd'hui, non, pour l'instant, c'est pas mon cas. J'ai la chance, j'ai la chance d'avoir mon Instagram personnel comme ma vitrine. Donc, j'ai la chance de ne pas avoir besoin de faire des collaborations pour avoir des nouvelles séances photos. Alors qu'il y a beaucoup de photographes qui sont obligés de passer par là ou de faire de la publicité. Moi, je vois passer beaucoup de publicité sur mon Instagram de gens qui proposent leurs services de photos. Oui. J'ai la chance de ne pas avoir ce besoin-là puisque j'ai mon audience qui est ma base de prospection, et dès que je refais une petite... maintenant, les gens, ils savent, j'ai quasiment pas besoin de dire aux gens que je fais des photoshoots. Les gens, ils ont compris, ils font appel à moi quand ils viennent sur Paris. Mais c'est toujours bien de faire une petite piqûre de rappel parce qu'il y a toujours des nouveaux followers qui ne savent pas que tu fais des photoshoots, et voilà. Et oui, le marketing, c'est se répéter. Ouais. On a bientôt fini. Je voulais te poser une question, c'est quels sont tes prochains événements, prochains projets? Est-ce que tu as des choses que tu peux nous parler aussi, ça dépend de toi. Alors, dans mon domaine, il y a énormément de choses qui se font à la dernière minute. Donc, qu'est-ce que j'ai dans les projets à venir? Déjà, ce que tu fais avec Canon, là, tu le refais plus dans d'autres lieux en France? Alors non, pour l'instant, c'est pas prévu. D'accord. Ça serait bien. Mais non, c'est pas prévu. Là, on fait un peu une exclue avec Panajou, qui sera peut-être la première d'une longue liste. Ça serait sympa. Moi, j'adore... dans mon expérience passée, il y a une partie de mon expérience que j'ai pas évoquée, c'est que j'ai fait de la formation. J'ai travaillé avec le groupe Dale Carnegie, qui est l'un des plus grands groupes de formation en France, qui fait des formations sur la communication, le leadership, la prise de parole impactante en public, entre autres. Voilà. Et j'ai été formatrice en fait chez eux. Donc former des gens, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et que j'aimerais beaucoup continuer à faire. Là, j'ai beaucoup de voyages qui se décident à la dernière minute. Là, j'ai un voyage prévu en Croatie au mois d'août. C'est genre... c'est la première fois en quelques années que j'anticipe un voyage d'aussi longue date parce que j'y vais pour une raison personnelle et donc je vais en profiter pour passer du temps là-bas. Sinon, pour l'instant, j'ai des petits déplacements à gauche à droite, mais pas de grosses destinations encore dans mon agenda. D'accord. Mais on ne sait jamais. Ça se décide. Il y a beaucoup de choses qui se font à la dernière minute dans la création de contenu, que ce soit sur les voyages presse ou sur les voyages personnels. Moi, c'est ma manière de fonctionner. Et dans les choses que j'aimerais bien faire à l'avenir, c'est organiser des voyages de groupe. D'accord. J'aimerais beaucoup proposer en fait des séjours à Paris, parce qu'en fait Paris c'est vraiment ma ville, ta spécialité. Voilà ma spécialité, mon terrain de jeu, et j'aimerais bien inviter, proposer en fait des voyages soit sur une thématique ou pas spécialement sur une thématique, mais en tout cas d'emmener les gens quelques jours avec moi autour de dégustations gastronomiques, ou en tout cas profiter de la bonne cuisine française, leur faire découvrir les lieux que j'aime bien dans Paris, pourquoi pas faire des séances photo en même temps, pourquoi pas faire un workshop photo au milieu. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais développer à l'avenir. Je ne sais pas comment, quand, mais ça fait... C'est dans ta tête. C'est un projet que j'ai vraiment dans la tête depuis longtemps. D'accord, très bien. Écoute, merci beaucoup, Félie.
C'était vraiment très intéressant de discuter avec toi de tous ces sujets. Merci à toi. Je t'en prie. Et j'invite les gens à venir te suivre alors notamment sur Instagram, Limite la Secrets. C'est ça. Au pluriel, je ne me trompe pas. Et ton site internet aussi, pareil, même non, Limitless. Oui, voilà, c'est Limitless avec le petit tiré du 6, secrets. .fr ou .com. Oui. Encore une fois, merci et merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, de nous écouter et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Je dis à très bientôt, c'est le mois prochain puisque c'est mensuel. Encore une fois, merci Ophélie et bonne continuation dans tes projets. Merci beaucoup, merci à tout le monde.